travailler stratégiquement et mettre de l'argent de côté? Comment travailler stratégiquement et mettre de l'argent de côté? C'est de cela dont nous allons pouvoir échanger aujourd'hui. Comment on peut travailler de façon stratégique? En fait, vous allez comprendre que depuis notre enfance, l'on nous a toujours parlé du travail. Et on nous a toujours répété sans cesse qu'il faut travailler dur. Nous avons d'abord nous-mêmes vu nos parents travailler très dur pour pouvoir nous nourrir. Et surtout en Afrique, nous voyons combien, jusqu'à quel point les gens se battent presque au quotidien pour survivre. À l'église, on nous a toujours répété la phrase selon laquelle que l'homme mangera à la sueur de son front. Et ce qui est bien que le commun des mortels s'est donc rendu compte que on ne pourrait pas gagner de l'argent autrement qu'en travaillant. Si on ne travaille pas, ben on ne peut pas gagner de l'argent. Et je ne peux pas aussi contester cela puisque c'est une vérité indubitable. Mais le problème, ce n'est pas de travailler en fait. Le constat, c'est que tout le jour, les gens travaillent. Et je ne pense pas que lorsqu'on voit quelqu'un qui est pauvre ou quelqu'un qui a raté sa vie, on va dire que toute sa vie n'a pas travaillé. Non, non, je ne pense pas. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de nos parents et tout qui sont devenus des retraités, qui sont là en train de souffrir, qui ont du mal, mais c'est des gens qui ont été des cadres, qui ont aussi travaillé dans des entreprises. Quand ils vont te raconter leur histoire, ils vont beaucoup t'expliquer. Ça veut dire qu'ils ont eu à travailler, ils ont obéi à la loi du travail. Mais qu'est-ce qui fait que finalement, à la fin de leur vie, ils n'ont rien? Donc, s'il fallait prendre cette affirmation comme étant une vérité, et c'est ce que je vois presque tous les jours, et je crois que c'est la plus grave erreur lorsqu'on commence à chercher la richesse. Parce que dans la tête de la personne, on a l'impression qu'il suffit simplement de travailler pour être riche et avoir de l'argent. Si c'était aussi simple que ça voudrait dire que tous ceux qui travaillent seraient aujourd'hui riches. Nous voyons bien des gens qui travaillent, ils travaillent même dur et fort, mais qui à la fin n'ont rien. Allez-y au marché, regardez celui qui soulève les sacs, mais c'est quelqu'un qui fait un travail dur. Récemment, j'ai vu un véhicule des Libanais où on venait déposer les sacs de farine. Je voyais combien les gens soulevaient les sacs de farine pour faire entrer ça dans la boutique. Et tous ces jeunes-là, toute la journée, sont censés travailler de cette. C'est un travail qu'ils font. Mais est-ce que ce travail-là leur rapporte réellement quelque chose? Mais ils le font. Donc le problème, en fait, ce n'est pas vraiment de travailler. Et il faut qu'on arrive à comprendre que le problème de la richesse, ce n'est pas le problème de travailler. Le problème de la richesse, c'est qu'on peut travailler, mais il faut travailler stratégiquement. Et il faut travailler intelligemment. Parce que si tu ne sais pas comment travailler stratégiquement, tu vas travailler toute ta vie et tu finiras pauvre et malheureux. Parce que la société dans laquelle nous évoluons est une société où il y a beaucoup de pièges. Il y a tellement de pièges que si une personne n'est pas préparée, si cette personne n'est pas formée, si cette personne n'est pas encadrée, si personne ne connaît pas exactement ce qu'il va faire, ben, il va pouvoir suivre ce qu'on appelle les moutons de panure. C'est-à-dire qu'on va prendre la grande voie que tout le monde emprunte, dans l'espoir qu'un jour, qu'en travaillant de cette manière, moi aussi je serai riche. Et à la fin, on se rendra compte face à la réalité qu'après avoir passé beaucoup de temps à travailler, on se rend compte qu'on n'a rien. Et aujourd'hui, à travers donc cette conférence, je vais essayer de vous aider un tout petit peu pour que vous compreniez réellement la question de l'argent, de la richesse, du bonheur, parce qu'en tant qu'Africain, ça fait très mal lorsque nous voyons tout un continent où dans un continent, il y a plus en plus de malheureux, des gens qui sont pauvres, misérables et souffrants, et il y a moins de gens qui sont riches. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas aussi une fatalité. C'est qu'il y a quelque chose qui est là que les gens n'ont pas encore compris. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre à travers ce week-end d'affaires.
je ne nie pas le travail. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Je ne nie pas le travail. Mais il faut comprendre qu'il y a travailler et travailler stratégiquement. Or, la plupart des gens ne savent pas travailler de façon stratégique. C'est-à-dire, ils travaillent, mais ils ne travaillent pas stratégiquement. Ce n'est pas aussi de leur faute. Parce que pour poser la grande question, la question fondamentale qu'il faut poser, c'est qu'il faut savoir que nous n'avons que deux camps. Nous avons le camp des riches et nous avons les camps des pauvres. Nous avons donc d'un côté les pauvres, de l'autre côté nous avons les riches. Nous avons deux univers qui ne sont pas les mêmes. Donc lorsqu'on se fonctionne, lorsqu'on se promène, lorsqu'on marche, nous avons deux types d'individus. Nous avons un individu qui est dans l'univers de la pauvreté et il y a des individus qui sont dans l'univers de la richesse. D'abord, c'est deux univers. Et quand on parle des univers, ça veut dire que c'est deux mondes différents. Le monde dans lequel vit le pauvre n'est pas le monde dans lequel vit le riche. Pourtant, nous côtoyons tous les mêmes endroits, les mêmes milieux, nous vivons dans la même société, mais nos univers diffèrent. Et donc, la première des choses qu'il va falloir comprendre avant, c'est d'abord de savoir, et ça c'est une vérité éternelle, que la pauvreté et la richesse ne sont que des états d'abord d'esprit. C'est là que ça commence. La pauvreté est un état d'esprit, la richesse aussi est un état d'esprit. Ça veut dire que la pauvreté est une manière de voir le monde et de voir la vie. Et la richesse aussi est une manière de voir le monde et de voir la vie. Le pauvre touche de l'argent chaque jour. Le riche aussi touche de l'argent chaque jour. Prenez n'importe quelle personne qui se croit pauvre et dites-lui si depuis qu'il est né, il n'a jamais touché l'argent. N'importe quel pauvre que vous connaissez, que ce soit dans votre milieu social, dans votre quartier, peu importe l'endroit où vous êtes, voyez quelqu'un qui est pauvre, et regardez s'il n'a jamais touché l'argent. Ça veut dire que le pauvre aussi touche l'argent, comme le riche aussi touche de l'argent. Mais qu'est-ce qui fait que l'autre évolue, progresse, s'enrichisse de jour en jour et l'autre continue à rester pauvre? C'est parce qu'ils sont dans deux univers différents. Ils ont deux façons de voir le monde qui est différent. C'est comme l'homme et la femme. La femme, par sa constitution naturelle, elle vit dans son propre univers. L'homme, par sa constitution aussi naturelle, vit dans son propre univers. Donc la façon dont la femme voit le monde, ce n'est pas de la même manière que l'homme aussi voit le monde. Et donc c'est la même chose aussi avec la pauvreté et la richesse. La manière dont le riche, lui, il voit le monde, ce n'est pas la même manière que le pauvre, lui, il voit le monde. Ce qui leur diffère, ce n'est pas les biens matériels qu'ils possèdent, non. Ni les milieux dans lesquels ils se trouvent, non. Ni le pays dans lequel ils se trouvent, non. Ce qui va leur différencier ici, ce sont leurs états d'esprit. Parce que dans les pays industrialisés, qu'on appelle les pays occidentaux, les États-Unis, la France et tous ces pays-là, où presque tous les Africains rêvent de partir, ça devient presque le paradis des Africains. Là, ce même pays-là, où apparemment on croit que c'est des pays riches, il y a des gens qui sont extrêmement pauvres, qui ont du mal à s'en sortir, qui arrivent même à demander de l'argent dans la rue pour survivre. Pourtant, ils sont dans un pays qui est dit entre guillemets riche. Mais pourquoi eux, ils ne sont pas riches? Il y a des gens qui ont quitté ici l'Afrique pour aller dans ces pays-là, ça fait 10 ans. Ils n'ont jamais fait de retour parce que ça ne tient pas. Et ils ont honte de l'avouer. 20 ans. Donc le problème, ce n'est pas parce qu'ils ont changé de pays. Le problème, c'est que s'ils ne changent pas leur état d'esprit, même lorsqu'on va leur changer de pays, ils resteront toujours pauvres. Et dans le même pays que nous sommes, qui est donc les pays africains, où apparemment on dit que ce sont des pays pauvres, il y a des gens qui dans ce même pays font fortune, gagnent de l'argent, prospèrent et réussissent leur vie. Donc il faut qu'on puisse reprendre les concepts. Il faut qu'on se remette en question et qu'on pose bien le diagnostic pour qu'on arrive à bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans la question de la pauvreté et de la richesse. La grande question ici, c'est ce que les gens n'ont pas bien compris, c'est de savoir que c'est un problème d'abord d'état d'esprit. C'est tout.
Si on arrive à comprendre ça, on peut maintenant continuer et voir qu'est-ce qui arrivera après. Mais si déjà à ce niveau-là, on n'accepte pas cet état d'esprit de pauvre et de riche, alors on ne peut plus rien faire. Ça serait très difficile. Parce que la perception du monde, la façon dont le pauvre voit le monde, sa perception du monde est caractérisée par ses propres croyances. Et c'est comme ça que nous sommes constitués en tant qu'êtres humains. C'est-à-dire que ta manière de voir le monde, de voir les gens et de réagir face aux événements de chaque jour vont dépendre de tes croyances personnelles. Donc ce sont nos croyances qui nous définissent dans la vie. Donc les croyances qui animent celui qui est pauvre, prétendument, sont différentes des croyances qui animent celui qui est riche. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances. Et donc, si on veut réussir le problème, il suffirait simplement de changer la croyance du pauvre. Si on enlève sa croyance, la manière dont lui il voit le monde, on lui transmet la croyance du riche, le pauvre deviendra riche. Si vous prenez le riche, vous le mettez dans la croyance du pauvre, le riche deviendra pauvre. Parce que c'est la croyance qui détermine, si vous voulez bien, notre condition financière. Or, la croyance n'est que le résultat des connaissances que nous avons reçues. Ce qui fait notre croyance, ce sont nos connaissances, nos informations. Donc, les informations que nous avons reçues depuis notre enfance, dans le milieu où nous avons évolué, la maison où nous avons grandi, les amis que nous avons fréquentés, l'école que nous avons fréquentée et toutes les personnes que nous avons rencontrées, l'ensemble de ces personnes ont eu une influence soit positive, soit négative sur nous et ont laissé des impacts sur nous. Et ça va constituer notre croyance en nous. Et donc, un enfant qui a évolué dans un milieu où les parents étaient extrêmement pauvres et malheureux, n'étaient pas des millionnaires, va être influencé par le raisonnement de son milieu familial. Il va être influencé par le raisonnement de ses parents, de sa famille, de ses éducateurs, de ses professeurs. Et il va commencer à se faire une croyance aussi à sa propre manière de sa propre vie. Il va commencer à concevoir la vie et le monde selon ce qu'il avait appris dans le milieu où il a évolué. Et c'est sur la base de ces croyances-là que lui, il va décider face à son destin. Mais il reste à savoir si ces croyances-là étaient justes et conformes à la réalité. Alors, si et seulement si dans le milieu où on a évolué, les croyances dans lesquelles nous nous sommes mis étaient des fausses croyances, ça veut dire que nous allons toujours faire des mauvais choix et nous déciderons toujours mal. Et la conséquence de ça, nous n'aurons jamais une meilleure qualité de vie. Parce que le problème ici, c'est que c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il va falloir que l'on puisse travailler? Pourquoi on veut travailler en fait? Pourquoi les gens doivent travailler pour gagner de l'argent? On veut travailler parce qu'on veut gagner de l'argent. Les gens vont travailler parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Voilà pourquoi on nous envoie à l'école. Nous sommes allés à l'école parce que les parents ont espéré qu'en partant à l'école, nous serons mieux instruits, nous aurons la maîtrise de certains métiers et ça nous permettra de travailler dans peu importe. Et après, nous allons gagner de l'argent. Mais si on va gagner cet argent, c'est pourquoi on va gagner l'argent. Mais c'est parce que quelque part, derrière cette volonté de gagner de l'argent, se cache un vrai désir, c'est celui d'avoir une meilleure qualité de vie. C'est tout. Donc le problème ici, c'est parce que, qu'on le veut ou pas, tout le monde veut avoir une meilleure qualité de vie. C'est pourquoi la meilleure qualité, la qualité de vie de celui qui est apparemment riche, elle est très différente de la qualité de vie de celui qui est apparemment pauvre. Parce que celui qui est démuni ne peut pas s'offrir le luxe que possède par exemple celui qui est pourvu des moyens financiers. Donc, c'est pour améliorer la qualité de vie que l'on évidemment désire devenir riche. Avoir une meilleure qualité de vie, avoir une certaine liberté, être capable de pouvoir profiter un peu de la vie comme on le dit. Donc, en réalité, c'est pour être heureux. C'est pour vivre le bonheur. Maintenant, si on n'est pas préparé, on peut travailler toute sa vie et même gagner de l'argent sans avoir une meilleure qualité de vie et sans avoir profité vraiment de la vie.
et sans avoir été heureux dans la vie. Pourtant, on a travaillé. C'est pourquoi il est important de comprendre cette notion d'état d'esprit du pauvre et de l'état d'esprit du riche, parce que c'est ça qui va faire la différence. Or, la qualité de notre vie dépend avant tout de la qualité de nos résultats. Première étape. Bon, pour avoir une meilleure qualité de vie, peu importe, il faut par tous les moyens possibles avoir quoi? Des bons résultats. Donc, ça va dépendre de la qualité de nos résultats. Si on n'a pas de résultats de qualité, alors on ne peut pas aussi avoir une meilleure qualité de vie. Donc, il faut avoir des résultats de qualité. Mais les résultats de qualité, pour en avoir, il faut avoir quoi? Il faut des actions de qualité. Si on n'a pas mené des actions de qualité, nous n'aurons pas de résultats de qualité. Donc, il faut des belles actions. Ce sont ces actions de qualité qui vont nous conduire vers des résultats de qualité. Donc, il y a la vie, il y a les résultats de qualité, mais il y a des actions de qualité. Donc, quand on dit actions de qualité, ça veut dire des actions qui nous élèvent, des actions remarquables. Mais la qualité de nos actions va dépendre de quoi? La qualité de nos actions va dépendre de la qualité de nos décisions. Les décisions que nous prenons, si ce n'est pas des décisions de qualité, ça ne te conduira pas à des actions de qualité. Donc la qualité de tes actions va dépendre de la qualité de tes décisions. Parce que la vie est un choix. Chaque jour, il faut décider. Donc si tu n'as pas le pouvoir de décider, ce qu'on appelle le pouvoir de la décision, si tu ne sais pas comment prendre des décisions qui vont changer ta vie, comment prendre des décisions qui vont transformer ton destin, comment prendre des décisions qui vont t'apporter plus dans ta vie, si tu ne sais pas comment on prend des bonnes décisions, des décisions de qualité, si tu ne sais pas comment le faire, tu feras quoi? Tu feras que des mauvaises, tu prendras que des mauvaises décisions, des mauvais choix. Donc le pouvoir de la décision, c'est un pouvoir que beaucoup des humains ne possèdent pas, surtout beaucoup des pauvres, n'ont pas cette capacité de décider sur eux-mêmes. Par rapport à leur état d'esprit, ils ne savent pas comment prendre des décisions sur leur destin. Ce n'est pas de leur faute. Parce que la décision engage la responsabilité. La décision engage le choix. Ça veut dire que si tu as fait un mauvais choix, tu vas subir. Et comme la plupart des gens ont peur de subir, alors ils vont hésiter de prendre des décisions. Voilà pourquoi la majorité des gens préfèrent qu'on décide à leur place. Pourquoi on décide? C'est pour que quand il y aura la faute, qu'eux ne se sentent pas responsables parce que ce ne sont pas eux qui ont décidé, c'est quelqu'un d'autre qui a décidé de leur place. Or, la vie va toujours nous confronter à des moments où il faut prendre des décisions de qualité pour avancer. Mais pour prendre ces qualités de décisions pour avancer, avant de décider, pour que la décision soit parfaite, soit bonne, soit de qualité, il faut se poser des bonnes questions. Si l'on ne sait pas poser des bonnes questions, on ne pourra pas prendre des bonnes décisions. Parce que la décision engage ce qu'on appelle le pouvoir de la volonté. On ne peut pas engager la force de volonté lorsqu'on n'a pas pris le temps de raisonner avant de décider. Donc, pour pouvoir poser un acte de volonté qui va nous faire avancer, qui va provoquer le changement dans notre vie, il va falloir d'abord que nous puissions raisonner. C'est à la fin de ce raisonnement que nous déciderons. Alors, si le raisonnement a été faux, la décision également sera fausse. Et donc, pour que le raisonnement soit fondé sur des principes vrais, il va falloir que l'on se pose donc des très bonnes questions. Alors, la qualité donc des questions que nous nous posons, pour être capable de se poser des bonnes questions face aux décisions que nous devons prendre, il va falloir que nous puissions avoir d'abord des bonnes croyances. Donc, la qualité de nos questions vont dépendre avant tout de la qualité de nos croyances. Donc, quelqu'un qui n'a pas de bonnes croyances ne va pas se poser des bonnes questions. Donc, celui qui est dans la croyance de la pauvreté déjà, ici, avec des fausses croyances sur l'argent, la richesse et le bonheur, déjà, le fait qu'il est dans ces croyances négatives qui sont fausses sur l'argent, la richesse et le bonheur, va toujours se poser que des mauvaises questions. Au lieu de se poser des bonnes questions, l'individu va se poser que des mauvaises questions
Pourquoi il se pose ces mauvaises questions? Mais parce que ses croyances sont déjà fausses. Parce que pour être capable de se poser des bonnes questions, il faut d'abord avoir des bonnes croyances. Donc déjà ici, le pauvre, par l'état d'esprit dans lequel il se trouve, fondé sur des mauvaises et des fausses croyances sur la réalité, va toujours se poser des mauvaises questions tout le temps. Et comme il va se poser des mauvaises questions, il finira toujours par prendre des mauvaises décisions. Et s'il prend des mauvaises décisions, ça veut dire qu'il va mener des mauvaises actions. Et s'il mène des mauvaises actions, ça va nous conduire à des mauvais résultats. Et si ça nous conduit à des mauvais résultats, à la fin, sa vie sera médiocre. C'est une chaîne. Mais la qualité de nos croyances, faites-moi ci, vont dépendre de quoi? La qualité de nos croyances vont dépendre de la qualité de nos mentors, de nos leaders, de ceux qui nous ont éduqués. C'est ce qu'a fait les autres. Quand on a eu des bons leaders, la Chine est un exemple. Le fait qu'on a eu un leader comme Mao Zedong qui a impulsé le changement en Chine, qui a donné les outils, qui a donné les bases, qui a éduqué, il a modifié le système de croyances des Chinois. Il les a montré qu'ils étaient aussi importants que les autres peuples. Et il a pris le temps de mater. Le fait qu'il a réussi à leur changer le système de croyances, les Chinois, même à plusieurs années après Mao Zedong, ont pris leur destin en main et se sont rendus capables, en moins de 20 ans, ils ont transformé la Chine. Et aujourd'hui, ils peuvent traiter égal à égal avec les Occidentaux, ce qu'on ne pouvait pas faire, qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Mais c'est parce qu'ils ont eu à changer d'abord la croyance. Les croyances ont changé grâce à quoi? Grâce aux nouvelles connaissances qu'ils ont reçues des leaders. Et le fait qu'ils ont changé les croyances, ça leur a permis de se poser des bonnes questions. Et quand ils se sont posés des bonnes questions, et ça les a aidés à faire quoi? Mais de pouvoir prendre des bonnes décisions. Et quand ils ont pris des bonnes décisions, ça les a conduits à quoi? À poser des bonnes actions. Et les actions les ont conduits à quoi? Mais à obtenir des résultats de qualité. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ils ont une meilleure qualité de vie que nous. Et le problème donc de l'Afrique, et notre problème à nous tous, c'est que déjà, nous avons un problème majeur qui est là depuis la fondation, c'est que les croyances dans lesquelles nous avons évolué depuis notre enfance, en majorité, sont que des fausses croyances, ça ne cadre pas avec la réalité de la vie. Mais nous marchons, nous acceptons cette croyance. Et la croyance a le pouvoir de détruire ta vie quand elle n'est pas fondée sur les vrais. Comme la croyance peut aussi élever et changer ta vie. Et donc, cet état d'esprit de pauvreté dans lequel nous grandissons depuis notre enfance, quand quelqu'un est dans cet état d'esprit, cette personne ne peut pas attirer la richesse. Il ne peut pas attirer la richesse. Il ne pourra jamais le faire parce que tant qu'il ne va pas changer l'état d'esprit, il ne va pas s'en sortir. Donc, la première des choses en réalité qu'il va falloir faire, c'est celui de changer ce qu'on appelle l'état. Et comment on change l'état? Voilà pourquoi dans la construction de la richesse, pour commencer à savoir comment travailler stratégiquement et tout le reste, tout ce qui va venir après en tant que méthode, va d'abord commencer à savoir bâtir ce qu'on appelle son savoir-être. Ce qu'on nous a appris dans la société, c'est le savoir-faire. Tout le monde veut apprendre le savoir-faire. C'est pourquoi on apprend un métier, on apprend l'électricité, on apprend ceci, on apprend... C'est le savoir-faire. Mais les gens ont le savoir-faire. Et ici, chez nous, les gens ont le savoir-faire. Mais ce qui manque chez les gens, ce n'est pas le savoir-faire. Ce qui nous manque, c'est le savoir-être. C'est-à-dire, qui sommes-nous? On n'a pas appris à travailler notre être. Or, la question de la richesse, ce n'est pas simplement le savoir-faire, mais c'est aussi le savoir-être. Comment être à l'intérieur de soi-même? Qui on est réellement? Comment construire son être intérieur? Parce que le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Et pour bâtir son savoir-être, il va falloir savoir comment est-ce que nous gérons notre mental, comment est-ce que nous gérons nos centres émotionnels et comment est-ce que nous gérons notre centre physique. Parce que c'est ça qui nous constitue. Parce que dans la conquête de la richesse et du bonheur, quel que soit ce que l'on va faire, il faut de l'énergie. Donc si tu veux réussir ta vie, tu veux faire fortune dans les affaires, ou construire des entreprises, ou je ne sais pas, faire n'importe quel rêve que tu veux réaliser, et c'est toujours important, il faut que tu aies du potentiel énergétique. Et le pauvre, déjà, par sa croyance et sa façon de vivre, déjà n'a plus le potentiel énergétique. Il n'en a pas.
Quelqu'un qui est dans la mentalité du pauvre n'a pas du potentiel énergétique. Pourquoi il n'a pas le potentiel énergétique? Parce que vous prenez au niveau de son mental, sa fonction de fonctionner par le mental déjà. Là, il est bloqué par sa mentalité parce qu'il a une mauvaise perception du monde, il voit le monde autrement. Et il se croit que sa pauvreté, c'est une injustice de Dieu. Dieu a voulu que les autres soient riches et lui, il reste pauvre. Et il va trouver toutes les raisons pour pouvoir prouver que ce n'était pas sa faute, c'est la faute de Dieu. Si tu trouves pas la faute de Dieu, tu verras la faute des sorciers. Si tu trouves pas la faute des sorciers, tu verras la faute des amis. Il va toujours trouver des coupables pour pouvoir les rendre responsables de sa pauvreté. Sauf lui-même. En dehors de lui-même, c'est tout le monde qui soit responsable de sa pauvreté. Là, ça se passe au niveau de sa réflexion, qui n'est pas juste. Et il est convaincu. Et ça, pour enlever ça dans le mental d'un pauvre, c'est très difficile. Dire à quelqu'un qui souffre, qui est malheureux, qui est pauvre, ou dire que c'est toi qui es responsable de ça, il ne va pas accepter ça. Il va te dire, c'est un tel qui a fait que moi je sois malheureux aujourd'hui. C'est parce que j'ai grandi chez mon père qui ne voulait pas m'aider. À mon oncle qui ne voulait pas faire ceci pour moi. C'est qu'il va toujours trouver un coupable. S'il ne trouve pas ça, il trouvera sa femme. S'il ne trouve pas sa femme, il trouvera les enfants. Il va toujours trouver quelqu'un qui est responsable de sa pauvreté. C'est ce que les Africains font chaque jour. Pourquoi l'Afrique n'arrive pas à développer? On voit les Blancs. Après, on dit l'esclavage et la colonisation. C'est la même chanson depuis des années. Et ça, c'est normal parce que c'est dans l'autre logiciel des pauvres. Et tous les pauvres fonctionnent de cette manière. Quand quelqu'un est pauvre, il trouve toujours des coupables. C'est comme ça. Et donc, le fait qu'on est dans ces pièges, ça c'est un piège mental. On appelle ça le piège mental. Donc, le raisonnement, il est faux. Et comme le raisonnement, il est faux, vous le savez, donc on ne prendra jamais de bonnes décisions. Et là, on ne peut pas libérer donc le potentiel énergétique qui se trouve en nous pour pouvoir attirer la richesse. Ça ne marchera jamais. On est déjà bloqué. On est dans le pied sur le frein. La voiture ne veut pas marcher. Pourquoi? Le pied est sur le frein. Il faut changer ce logiciel pour pouvoir faire voir à la personne un autre univers. Le deuxième piège émotionnel, ce sont les émotions. Au niveau du centre émotionnel, on n'a plus d'énergie. Pourquoi? Parce que le pauvre, conscient de sa pauvreté, dès qu'un événement se produit devant lui, un événement, un obstacle, une difficulté, une opportunité qui devait lui arriver après qui a mal tourné, ou on avait fait une promesse qu'on n'a pas réalisée, aussitôt il va se victimiser. C'est-à-dire que cet événement va commencer à réveiller en lui encore d'autres échecs qu'il aurait connus depuis longtemps. C'est comme quelqu'un qui a perdu quelqu'un de très cher dans sa vie. Dès qu'il va apprendre un cas de décès quelque part, il va se souvenir du parent qu'il avait perdu, lui il se met à pleurer. Donc le pauvre, il est comme ça. Il fait relier les événements. Donc il est conscient de sa pauvreté qui est une injustice. Et dès qu'une occasion vient s'offrir à lui, il peut avoir quelque chose, ou quelque chose n'a pas mal bien tourné, ou une affaire qui n'a pas bien marché, ou qu'il a investi quelque chose dans un business, le peu d'argent qu'il avait pour pouvoir s'en sortir un peu, et d'un seul coup, paf, ça n'a pas donné les résultats qu'il aurait souhaité. Du coup, il va rentrer dans son piège émotionnel, il va se mettre dans tous ses états émotionnels pour s'alarmer, pour dormir, pour dire c'est pas possible, et pour se plaindre pendant des années, il ne va plus rien faire. Il ne va plus rien faire. Il a suffi d'un seul échec pour qu'il soit brisé totalement brisé. Là, il est dans le piège émotionnel parce qu'il n'a pas la force émotionnelle pour tenir bon. Cette force émotionnelle, c'est de l'énergie. Quand tu perds cette énergie émotionnelle, tu ne peux plus avancer parce que c'est l'émotion qui donne la force à l'action physique. Quand l'émotion est à toucher, tu ne peux pas avoir la force d'agir. Pour avoir la force d'agir, il faut que tu sois enthousiasmé. Il faut qu'au niveau de tes centres émotionnels, que tu aies de l'énergie pour passer à l'action. Voilà pourquoi on dit souvent, l'énergie d'action repose d'abord sur un mental solide. Donc l'état d'esprit des riches, les riches ont un état d'esprit solide. Ils ont un état d'esprit de béton, ils ont un état d'esprit d'acier. Et ils ont cultivé ça, ils ont travaillé leur savoir-être pour avoir un mental solide face aux épreuves de l'existence. Ils ont travaillé leur centre émotionnel pour avoir la force de résister émotionnellement. Donc ils ne sont pas brisés ni mentalement et ils ne peuvent pas être brisés émotionnellement. Et le fait qu'ils ne soient pas capables d'être brisés dans le mental et ne pas être capables de briser émotionnellement, ça leur donne l'énergie pour passer à l'action, parce que la passion dans l'action, parce que si les deux forces, le mental et l'émotion, sont associées, que tu es fort, tu auras la force d'agir. Mais si à ces deux niveaux, on t'a déjà cassé, tu ne peux pas te lever le matin pour aller quelque part, parce que tu es déjà cassé. C'est pourquoi nous voyons des gens qui travaillent sans passion. Ils travaillent malgré lui. Ils travaillent parce qu'il faut seulement travailler. Sinon, en réalité, il fallait pour lui qu'il reste à la maison et il ne fout absolument rien.
Pourquoi ces gens-là travaillent sans passion? Mais parce qu'ils n'ont plus le plaisir à travailler. Parce que quand on ne met plus l'émotion dans le travail, et lorsque le mental ne participe pas dans le travail que nous faisons, ça devient comme de l'esclavage. Ça ne devient plus du travail, ça devient de l'esclavage. Et il y a beaucoup de gens, évidemment, qui travaillent dans le monde comme des esclaves. Ils travaillent, mais ils travaillent comme des esclaves. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus passionnés du travail qu'ils font. Il n'y a pas la passion dans le travail. Il n'y a pas la joie dans le travail. Il n'y a pas l'enthousiasme dans leur travail. Ils ne sont pas heureux dans ce qu'ils font. Et comme ils ne sont pas heureux dans ce qu'ils font, c'est contraire à la loi de l'harmonie de notre être, puisque l'univers c'est l'harmonie. À la fin, ils vont faire un burn-out. C'est-à-dire qu'un jour, ils vont faire « Non, j'en peux plus. J'en peux plus. » Et si on ne comprend pas ces notions-là, il se serait très difficile ici de savoir comment travailler stratégiquement et mettre de l'argent de côté. Pourquoi il est important que nous comprenions cela? Parce que dans l'échelle de l'entrepreneuriat, dans l'échelle de la vie, en fait, si nous prenons l'échelle de la vie, on peut être il y a plusieurs façons de gagner son argent. Il y a ce que le gagne en tant qu'employé, c'est une étape. C'est d'abord la première étape d'ailleurs pour la majorité d'entre nous. Mais après, il y a ceux qui sont à leur compte personnel, qu'on appelle des travailleurs indépendants, qui ne vont pas dépendre de quelqu'un. Et après, on peut aller encore un peu plus loin pour retrouver ce qu'on appelle donc des DG ou des PDG, des gens qui ont leur propre affaire, qui gèrent les gens pour pouvoir faire fortune. Et après, vous avez ce qu'on appelle donc des entrepreneurs indépendants, des gens qui ont 3, 4, 5, 6 affaires qui gèrent, plusieurs entreprises qui gèrent. Et après, il y a des investisseurs. Des gens qui investissent pour gagner toujours. Mais à chaque niveau ici que nous avons, il n'y a pas la même philosophie. La philosophie de l'employé n'est pas la même que la philosophie du travailleur indépendant. La philosophie du travailleur indépendant ne sera pas la même que la philosophie du PDG. La philosophie du PDG ne sera pas la même que la philosophie de l'entrepreneur, qui a plusieurs actions. Et la philosophie également de l'entrepreneur ne sera pas la même que la philosophie de l'investisseur. Donc, dans l'échelle de croissance, on peut partir du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau. On peut y arriver. Mais on ne pourra y arriver que lorsqu'on connaît ce que l'on fait, lorsqu'on sait comment la route fonctionne, lorsqu'on comprend comment le mécanisme fonctionne. Mais si on n'a pas préparé à tout ça, d'ailleurs, beaucoup de gens ne vont jamais rêver de devenir travailleurs indépendants. Beaucoup de gens ne vont jamais rêver à ça. C'est pourquoi il y a eu des grands auteurs comme le Robert Kiyosaki qui nous parlait du cadre de cash flow, dans lesquels nous retrouvons donc plusieurs des employés à côté et aussi les investisseurs de l'autre côté. Donc l'esprit c'est qu'on peut commencer, on peut travailler on peut gagner de l'argent en tant qu'employé, c'est pas mauvais. Mais le problème c'est comment on le fait. On peut gagner de l'argent en tant que travailleur indépendant, c'est pas mauvais, mais ça va dépendre de votre état d'esprit. On peut gagner de l'argent en tant que PDG, ça va dépendre aussi de votre état d'esprit. Et dans tous ces éléments-là, si on n'a pas l'état d'esprit qu'il faut pour réussir, on ne réussira pas. Prenez quelqu'un qui a laissé des grandes affaires, des grands business, meurt subitement et après on prend quelqu'un, on le met à la tête de ses affaires. Un héritier, un neveu, un oncle, on le met à la tête de ses affaires. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a déjà l'activité, elle est en bonne, il a le chiffre d'affaires, il a tout dit, vas-y, gère. Comme l'état d'esprit n'était pas préparé, comme cet individu est sorti du ciel, boum, il est venu tomber sur cette affaire, même si ça ne va pas mettre du temps. Si, ça va pas mettre du temps. À moins s'il ait été préparé bien avant. Parce qu'il va venir avec son univers de la pauvreté, le mental des pauvres, il va venir mettre ça dans une grande affaire et l'affaire va tomber. Parce qu'il va commencer à vivre et à se comporter comme se comportent tous les pauvres dans l'affaire. À la fin, il n'y aura plus rien. L'entreprise va fermer. Donc le problème, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur de nous. Ce n'est pas le travail que nous faisons. Ce n'est pas vraiment l'activité que nous faisons. Je vois encore les gens qui sont sur ça. Ce n'est pas vraiment ça qui est le problème. Le problème se trouve dans notre état d'esprit. Quelqu'un qui a l'état d'esprit de la richesse, même si tu lui demandes de vendre des arachides, il fera fortune en vendant des arachides. Tu lui enlèves là-bas, tu lui mets dans une autre affaire. Tu lui dis, cette fois-ci, tu vas faire la canne à sucre. Il va faire fortune dans la canne à sucre. Tu dis, non, toi, c'est pas bon la canne à sucre, je t'envoie être enseignant quelque part. Là où il va aller faire l'enseignement, là, il va faire fortune.
Parce qu'il va avec son univers de la richesse avec lui. Quand vous le déplacez, vous déplacez son univers de la richesse. Ça se trouve à l'intérieur de lui, la richesse. Ça ne se trouve pas à l'extérieur de lui. Et je crois que c'est Shakespeare qui disait, si quelqu'un me vole ma bourse, il n'a rien fait. Tant qu'on n'a pas volé ma tête. Mais parce qu'il savait que la vraie richesse, ce n'était pas ça. Ce n'était pas la bourse qui était la vraie richesse. La vraie richesse, c'était sa tête. C'était son intériorité, c'était son savoir-être. C'est cette vraie richesse qu'il a construite pendant des années. Et ça, la personne ne peut voler ça. Mais il est très difficile quand on regarde les gens dans la rue pour se rendre compte que la richesse, ce n'est pas ce que tu vois avec tes yeux. C'est la richesse intérieure qui est la vraie et la seule et vraie richesse. Et cette richesse intérieure, tu ne peux pas l'acheter. Ça ne se vend pas quelque part. Parce qu'il n'y a pas quelque part où on achète les états d'esprit des riches. Ça ne se vend pas. On peut vendre des business plans, on peut vendre des projets, mais on ne peut pas vendre à quelqu'un l'état d'esprit des riches. Ça ne se vend pas. Il faut mériter cet état d'esprit des riches. Il faut cultiver cet état d'esprit des riches. Il faut travailler et construire et bâtir cet état d'esprit des riches. Donc, le temps que tu vas construire et bâtir cet état d'esprit des riches, c'est ça qui va faire la différence entre un gagnant et un perdant. Il y a toujours quelque chose qui va faire cette différence-là. Et donc, il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à changer la manière dont nous avons été enseignés sur l'argent, la richesse et le bonheur. Il faut que nos enfants que nous sommes, qui sont en train de naître aujourd'hui, ne puissent plus continuer à véhiculer les faux schémas qu'on nous avait dans nos têtes. Parce que ce sont que des faux schémas. Ça ne nous a jamais aidé et ça n'aidera pas ceux qui viendront après. Il faut qu'on arrive maintenant à comprendre que la différence se repose sur l'état d'esprit des riches et l'état d'esprit des pauvres. C'est tout. Et vous allez voir comment les pauvres se comportent face à l'argent. La majorité des gens qui sont pauvres ont des rapports conflictuels avec l'argent. Quand vous voyez quelqu'un qui est pauvre, qui est démuni, qui est malheureux, avec l'argent, ils ont un rapport de conflit. C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'aise avec l'argent. Ils ont un rapport de conflit avec l'argent. Le rapport avec l'argent est conflictuel. C'est-à-dire qu'avec l'argent, ça ne marche pas toujours. Dans sa façon de fonctionner, l'argent lui-même a la laisse. C'est pourquoi la majorité de ces gens-là vont diaboliser. La première, ils vont diaboliser l'argent et les riches. Tu vas voir, toute fois qu'il va voir quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est pauvre, il faut qu'il trouve un mot négatif à mettre là-dessus. Soit pour dire que tu crois que là, l'argent, c'est son argent à lui. Donc le pauvre, dans son mental de pauvre, ne peut pas apprécier le riche. Il voit quelqu'un qui est riche, il ne va pas l'apprécier. Il ne peut pas être d'accord avec lui. Il faut qu'il trouve toujours une raison à avancer derrière sa richesse. Donc pour dire que l'argent qu'il a, il faut toujours, parce que pourquoi on raisonne comme ça, c'est parce que intérieurement, dans son mental, soi-même d'abord, on est en conflit avec l'argent. Parce que quelqu'un qui n'est pas en conflit avec l'argent, quand il va voir quelqu'un avec une vie assez équilibrée, ça ne te dira absolument rien, ça ne va pas te déranger. Parce que tu sais que toi aussi, tu peux bien y arriver. Mais quand dans le raisonnement déjà, tu diabolises l'argent, que derrière la richesse, derrière l'argent se cache, je ne sais pas, un diable, un démon, un Lucifer, un Satan, je ne sais pas quoi. Ça se passe dans le mental. Si tu en parles, ça veut dire que tu y crois. Parce que quelqu'un qui n'y croit pas n'en parlera pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut supprimer parce que tu ne peux pas commencer à vouloir une chose et le contraire de la chose au même moment. Donc, quelqu'un déjà qui commence à diaboliser l'argent dans ses discours, à parler mal de l'argent dans ses discours, à parler mal des riches dans ses discours, à parler mal de tout ce qui... Le fait déjà de tenir de tels discours, déjà ici te supprime déjà. Tu t'écartes, tu es déjà en conflit avec ce qui fait l'argent. Parce que tu ne verras jamais un homme d'affaires qui fait fortune dans les affaires, qui réussit dans les affaires, multimillionnaire, multimilliardaire, parler mal de l'argent.
il ne te parlera que du bien de l'argent. Tu ne verras jamais quelqu'un qui réussit dans les affaires, dans le business, en matière d'argent, te dit l'argent n'est pas aussi important que ça. Il te dira toujours que l'argent est important et il en a toujours besoin. Mais le pauvre, dans son mental, trouve que l'argent n'est pas aussi important que ça. L'argent ne fait pas le bonheur. Toi, tu crois qu'on va t'enterrer avec les richesses? De toute façon, ça va toujours rester. Et après tout, on est venu tout arrêter, on va tout abandonner. On fonde des philosophies, on trouve des mots pour justifier simplement une chose, je vais vous le dire, son incapacité à gagner beaucoup d'argent. Quand quelqu'un est dans l'incapacité de faire fortune et qu'il a essayé, il n'a pas pu, il se met maintenant à diaboliser tout ce qui tourne autour de l'argent et de la richesse. Parce que lui n'a pas pu. Et il pense que son échec à lui était l'échec de tout le monde. Non, c'est toi qui as échoué qui n'a pas pu. Les autres, eux, ils savent comment il faut faire. Donc, au lieu de pouvoir diaboliser l'argent, il faut plutôt se remettre en question pour voir qu'est-ce que moi je n'avais pas compris. Or, lorsque tu parles mal de quelque chose, et ça, c'est démontré. Quand tu parles mal de quelque chose, quand tu penses mal de quelque chose, tu ne peux plus attirer cette chose-là dans ta vie. C'est impossible. Les auteurs de talents qui ont parlé de l'argent avaient toujours associé l'argent avec la femme. Et il est démontré que quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux femmes, qui parle mal de femmes, qui diabolise la femme, ne pourra pas attirer les femmes. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est naturel. Parce que dès qu'il va vouloir s'approcher d'une femme, il suffirait que cette femme fasse un geste pour dire non, 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 je ne suis pas trop intéressé. Pour que lui se mette dans tous ses états. Je savais. C'est toujours comme ça. De toute façon, ils sont bêtes. C'est toi qui es dans l'incapacité de pouvoir la conquérir. Ce n'est pas elle qui est bête. C'est toi qui ne sais pas comment il faut faire. C'est toi qui as un problème dans ta tête. C'est toi qui as un problème dans la tête. Donc, une personne qui est comme ça ne peut pas attirer parce que ce sont les lois de la nature. Une personne qui s'intéresse à la femme ou aime les femmes se sentira toujours, même quand la femme va l'insulter, il dit je ne veux plus de toi. Demain, il va encore appeler. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'il aime bien. N'est-ce pas? Il ne va plus voir. On dit bien que l'amour est aveugle. Mais c'est la même chose avec la richesse et le bonheur. Celui qui est imprégné de sa vision de la richesse, qui désire l'argent, combien même il y aura des obstacles, il verra passer. À peine il a lancé une affaire, ça n'a pas marché, l'argent est parti. Il ne va pas faire de ça un problème. Demain, il reprend encore. Il dit, ah, mais toi, tu as échoué, tu ne veux pas laisser. Il dit non. Il ne va pas voir parce qu'il est envoûté par l'amour de l'argent. Mais quelque part, on va te dire que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc, on ne peut pas être spirituel et être très riche. Comme si la spiritualité est synonyme de pauvreté pour les Africains. C'est-à-dire que dans l'Afrique, quand tu es pauvre, on te trouve très spirituel. Et quand tu es riche, on te trouve moins spirituel. Oh, ça c'est dans quelle pratique? Est-ce que la spiritualité ou l'argent va déterminer notre degré de spiritualité? Ça n'a rien à voir. Il y a des riches qui sont très spirituels, comme il y a des pauvres qui sont moins spirituels. Il y a aussi des pauvres qui sont très spirituels, comme il y a des riches qui sont moins spirituels. Donc, ce n'est pas un problème de spiritualité. Il faut bien remettre les choses en leur place. C'est pour cette raison qu'une des qualités essentielles pour construire son savoir-être en matière d'argent, la première des choses, et ça a été démontré, la première des choses qu'il faut falloir que la personne puisse arriver à développer en lui avant de commencer à travailler. Parce que tu vas travailler pour toi, parce que la vie c'est le travail. Pour arriver à travailler stratégiquement, mettre de l'argent de côté, avant que tout ça n'arrive, il va falloir d'abord que tu te poses la question de savoir si tu désires devenir riche ou si tu souhaites être riche. Deux choses différentes. La majorité des pauvres qui sont dans leur univers de pauvreté, ce ne sont pas des gens qui désirent la richesse. Non, ils n'en désirent pas.
Ce sont des gens qui souhaitent avoir de l'argent. Et le fait qu'ils souhaitent seulement avoir de l'argent, parce qu'ils ont des maisons à payer, il y a des factures à payer, il y a la scolarité des enfants. Donc, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire autrement que d'avoir de l'argent. Donc, du coup, ils ne vont pas chercher l'argent par le plaisir de gagner de l'argent, mais ils vont chercher à vouloir avoir de l'argent par la contrainte sociale. C'est pourquoi le jour où il aura son gros salaire, il restera à la maison, il n'ira pas travailler. Parce qu'en réalité, lui, ce n'était pas le plaisir de travailler qui le faisait ça. C'est parce qu'il voulait juste avoir de l'argent. Comme il a eu l'argent, il ne va pas aller travailler. Il va faire après 2, 3, une semaine, quand l'argent va finir, là, il reprend encore le travail. Il y a des gens comme ça. Donc, quand il a gros gagné, il ne travaille plus. Quand il a fini de faire la fête avec l'argent, tout est fini, le voilà venir au boulot. Et là, il se met encore au travail. Il est dans un autre système de fonctionnement. Une telle personne ne pourra jamais être riche. Il gagne l'argent, il touche l'argent, mais son système ne fonctionne pas comme ça doit fonctionner. Il est dans un univers qui est complètement embrouillé. Parce que gagner de l'argent n'est pas pour lui un art et une science. C'est une contrainte sociale. Or, il y a des gens pour qui gagner l'argent est tout un art et presque une science. De la même manière qu'il y a des gens qui se sont spécialisés dans la musique, comme les Fally Ipupa et tous les restes, et ont fait de ça tout leur art. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le football comme les Messi et qui ont fait de ça leur art. Il y a des gens qui sont spécialisés dans, je sais pas, dans la boxe et tout. Il y a des gens aussi qui se sont spécialisés dans les finances au point de faire de ça un art de vivre. Donc gagner de l'argent pour lui devient un art de vivre et une science qu'il faut maîtriser. Et nous ne sommes pas encore arrivés là parce qu'en Afrique, la majorité des gens ne sont pas encore atteints à ce niveau. Sinon que la plupart des gens essaient de gagner de l'argent parce qu'il faut survivre et payer les factures. Après, faire des matalana pour montrer aux autres qu'on a réussi un peu. Ça passe par où? Ça passe par la différence au niveau de la prise des décisions intérieures entre désirer la richesse et le bonheur et souhaiter avoir de l'argent et survivre. Alors, en ce moment-là, il faut aider la personne. Il faut se remettre en question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Alors, si tu veux emprunter le chemin que je propose moi, quand il s'agit d'aider quelqu'un pour devenir riche, il faut d'abord que je casse en toi d'abord la chose. Il faut que tu saches faire la différence entre désirer. Parce que je ne peux pas aider quelqu'un qui ne désire pas devenir riche. Quelqu'un qui ne désire pas devenir riche, on ne pourra pas l'aider. Ça ne marchera jamais. Et on ne peut pas, même si on le revêt, comment le secret fonctionne, il ne pourra pas y arriver. Parce qu'à la base, il n'avait pas le désir. Il avait seulement le souhait. C'est pourquoi la première des choses, c'est de désirer. Et pourquoi il est important de désirer? Parce que quand tu vas désirer la richesse, il y a un niveau que tu dois atteindre où tu dois inoptiser ton esprit. Il faut que l'esprit soit inoptisé par le seul désir de devenir riche. Ça, c'est le niveau supérieur. Quand on atteint ce niveau où tu es inoptisé, donc quand on devient inoptisé, ça veut dire que la volonté de devenir riche a tellement imprégné ton être qu'à tel point que tu n'as pas d'espace dans ton pensée, si ce n'est que le désir d'affirmer ta grandeur et ta richesse. Donc le désir là, ça se cultive. Ça se cultive parce qu'il faut que le désir soit intense, il faut que le désir soit brûlant, il faut que le désir soit fort pour que tu puisses générer les richesses. Parce que quand le désir il est faible, quand le désir il est froid, tu ne feras même pas le premier pas, tu vas t'arrêter. Parce que le chemin de la richesse, au-delà de ce qu'on ne dit pas, c'est un chemin fait d'obstacles et de difficultés. Donc si déjà au préalable, là on n'a pas réussi à mettre la fondation, comme pour construire une maison, et qu'on veut que la maison soit durable, il faut que les fondations soient solides. Donc si déjà le désir n'y est pas, n'attendez rien, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Voilà pourquoi Saint-Exupéry pouvait dire que le rêve dévore toute ta vie afin que la vie ne dévore pas ton rêve. Il avait raison. Parce que tout le monde alors peut avoir un rêve.
Et il y a des gens qui ont des rêves grands, qui ont rêvé être riches, on a tous rêvé. Mais le rêve doit dévorer ta vie. Parce que si le rêve de devenir riche, de devenir heureux, prospère, grand, si ce rêve ne dévore pas ta vie, c'est la vie qui va te voler ton rêve. Et il y a beaucoup de gens en grandissant avec des grands rêves. Rêver être grand, puissant, avoir beaucoup. Mais après, les circonstances de la vie ont volé le rêve. Aujourd'hui, ils ne rêvent plus. Ils ne rêvent plus. Ils ont accepté simplement de rester à un niveau bas. Parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de force pour pouvoir aller plus haut. La vie a volé le rêve. Et chaque jour, la vie cherchera toujours à nous voler notre rêve. Et si au préalable, on n'avait pas pris le temps de pouvoir se laisser dévorer par notre propre rêve, alors nous allons perdre. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc voilà pourquoi je disais que ce n'est pas une question de travailler. Non, c'est une question de savoir-être, de travailler, de bâtir son état d'esprit. Et ceux qui sont devenus riches ont su ça avant. Ils ont travaillé ça, ils ont cultivé ça. Ils ont travaillé ça, ils ont cultivé ça. Et ça leur a permis de réussir parce que le hasard ne favorise que les esprits qui s'y sont préparés. Tant que tu n'as pas été prêt, ça ne marchera pas. Tant que tu n'as pas été prêt, ça ne marchera pas. Et donc, la première des choses, en réalité, on doit cesser de diaboliser. Il faut cesser déjà de parler mal de l'argent. Et il faut cesser de parler mal de la richesse. Il faut cesser de parler mal de ça. En Afrique, il est plus facile pour des gens de parler des conneries, de parler des bêtises, de parler des histoires à la con que de parler business, affaires, prospérité, succès. En Afrique, moi je connais l'Afrique. Si on se trouve dans un milieu, on est avec des amis, lance un débat sur la prospérité, le bonheur, la richesse et tout, les gens vont s'ennuyer. Ah, laisse ça. Si tu veux pas rentrer dans la franc-maçonnerie, laisse ça. Si tu veux. On va pas écouter ça. Mais si tu veux voir les gens être enthousiasmés en Afrique, commence à parler du sexe, des femmes, des histoires comme ça, tu vas voir tout le monde. Ouais. Tout le monde, là, ils ne vont pas se fatiguer. Donc, les Africains aiment danser. En tout cas, la danse, c'est le propre. Si on fait concours de danse dans le monde, nous serons les premiers. Nous, les Noirs. Mais quand nous allons penser sur notre concours, sur les business, affaires, création d'entreprise, nous serons les derniers. Parce que les autres quittent très loin, viennent chez nous et viennent faire fortune chez nous, jusqu'à nous employer nous-mêmes dans notre pays. C'est-à-dire que quelqu'un quitte loin, il vient ici. Il n'a rien. Il arrive à créer son affaire ici, à faire des relations ici, jusqu'à nous employer nous-mêmes. À devenir patron chez nous. Il avait quoi au départ? Il n'avait rien que sa richesse intérieure. Il n'avait rien que sa richesse intérieure. Donc, un tel peuple, après 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, un siècle après, nous allons mourir, nous on va revenir, on reviendra vivre les mêmes choses. Et la même mentalité. C'est pas sérieux. Les autres, quand ils se retrouvent dans les heures de pause, quand il est 12h, 13h, 14h, c'est des pauses café. C'est dans tel milieu, dans tel hôtel, on se retrouve, papa, comment le business là, comment l'affaire là, comment ça marche. Toujours avec une petite calculatrice, un agenda, tel rendez-vous avec monsieur un tel. Ils sont dans, tu sais qu'ils sont dans la vibration de la richesse et du bonheur. Ils maîtrisent cet art. Ils parlent business. Ils parlent argent. Ils parlent prospérité. Parce qu'ils ont besoin de quoi? Ils bâtissent et ils construisent des choses. Ils investissent dans les affaires. Et ils font évoluer le monde. Nous, on pense à quoi? Mais parce que dans la tête des gens, on les a fait croire des choses. L'argent, l'argent. On va t'enterrer avec l'argent. Ça, c'est quel raisonnement? Mais tu oublies que tu es toute une... C'est-à-dire que tu es un individu, mais tu es une génération. Tu es un individu, mais tu es porteur d'une génération. Tu seras l'ancêtre de toute une génération.
Parce que tu as une famille, cette famille donnera aussi une autre famille. Ça veut dire que tu es la référence de toute une génération. Donc à la fin, on va prendre ton histoire. Et quelle est l'histoire que tu vas laisser derrière toi? L'histoire d'un quelqu'un qui était peureux, malheureux, misérable, pauvre et souffrant, qui passait tout son temps à se plaindre et à pleurer parce que la vie était trop dure. Ou tu vas laisser l'histoire de quelqu'un qui a inspiré des gens, qui était persévérant, qui a connu des échecs et qui a surmonté, et qui a créé des fortunes, qui a créé des entreprises, qui a laissé des entreprises. C'est ton histoire. Mais comme on rêve pas grand et on pense pas grand, on vit dans notre zone de confort. C'est pourquoi, quand quelqu'un commence à avoir un petit million, le voilà devenu DG. DG. Parce qu'il a 1 million. DG. Et tout le monde doit savoir que lui, il a des millions. Non. Parce que dans la tête des gens, au lieu de pouvoir bâtir l'état d'esprit des riches, les gens veulent paraître riches. Et ils confondent ces deux choses en Afrique. La plupart des gens en Afrique, chez nous, cherchent à vouloir paraître riches au lieu d'être riches. Quand il s'agit de paraître riche, en tout cas, on est les premiers. On est les premiers. Mais quand il s'agit d'être maintenant riche pour construire cet état d'esprit de la richesse, on est les derniers. C'est facile pour le savoir. Il faut seulement aller le jour des enterrements. Quand il y a un enterrement, va voir les riches. Quand il y a un enterrement en Afrique, tu vas voir les riches. L'enterrement dans le quartier, tu vas voir les riches. Tu vas voir que tout le monde devient riche le jour-là. Même ceux qui n'étaient pas riches vont devenir riches ce jour-là. Parce que tout le monde va vouloir paraître riche, parce qu'il sait qu'il va se rencontrer avec les autres. Ça, c'est vouloir paraître riche aux yeux des gens. Mais intérieurement, on n'est pas riche, on est pauvre. Or, c'est mieux d'être riche intérieurement, même si tu marches à pied. Même si tu n'es pas bien habillé. Même si la tenue que tu portes n'est pas aussi luxe que ça. Quand tu vois Bill Gates, je ne sais pas si vous avez déjà vu une image de Bill Gates avec des costumes bien avec une... Essayez de chercher. Vous le verrez toujours soit en jogging, je ne sais pas quel genre de tenue il porte. Mais il ne pense plus à ça. Il pense autre chose. Donc on n'est pas obligé de vouloir paraître riche pour cacher sa petite pauvreté. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est important, c'est de se sentir intérieurement riche et de pouvoir exprimer sa richesse au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Et la vraie richesse. L'autre point important qu'il faut comprendre ici, c'est le pouvoir de la décision. Voilà pourquoi je dis la qualité de notre vie va dépendre d'abord de la qualité de nos résultats. Et la qualité des résultats que nous obtenons vont dépendre, je l'ai dit tout à l'heure, de la qualité de nos actions. Et la qualité des actions dépend de la qualité des décisions que nous prenons. Donc c'est le temps de raisonner qui va prendre. Prends tout le temps de raisonner. Il faut toujours raisonner jusqu'à ce que tu vas te rendre compte, ok, j'ai compris. Maintenant là je décide. J'ai compris ce que je veux. Mais si le raisonnement il est faussé, comme je le vois d'abord, les gens ne raisonnent pas parce qu'ils ne savent pas prendre le raisonnement, il est faussé. Il faut raisonner avant d'avoir le pouvoir de décider de ce qu'on peut faire de sa vie. On dit non, c'est la volonté de Dieu. Tu dois raisonner si tu veux vraiment en avoir. Tu raisonnes, tu prends la décision et tu passes à l'action. C'est tout. Dieu va faire. C'est toi qui dois décider de ce que tu veux faire de ta vie. Et une fois que la décision elle est prise, tu ne changes plus. Parce que les hommes qui sont devenus très riches aujourd'hui, ce sont les gens, quand ils ont pris leur décision, ils ne modifient pas la décision. Parce qu'on n'a que 3 types de volonté. La volonté indécise, la volonté enthousiaste et la volonté déterminée et inflexible. Voilà les 3 types de personnes que nous avons dans le monde. La première catégorie, c'est là où nous trouvons la majorité. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens dans les églises. Parce qu'ils ont une volonté indécise. Tous ceux qui sont beaucoup dans l'église là, nombreux, ils ont une volonté indécise. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le pouvoir de décider sur leur futur. C'est pourquoi il faut laisser ça entre les mains de quelqu'un qui va décider sur leur vie. En se faisant passer pour Dieu. En fait, c'est parce qu'ils ont la volonté indécise.
Combien de retraités aujourd'hui en Afrique dépendent aujourd'hui de l'État pour survivre? Combien de gens dépendent aujourd'hui des autres pour vivre en Afrique? Mais parce qu'ils n'ont plus de volonté de conquérir quoi que ce soit. Ils avaient mis la foi sur l'État. Ils ont travaillé avec l'esprit de la sécurité, on appelle ça. Donc, quand il était encore jeune là, il a eu le boulot là, il a écouté tous les discours, on dit non, il faut que tu sais, tu seras retraité, donc la sécurité sociale. Hein. Et donc, tout le temps, il faisait confiance à la sécurité sociale. Pour qu'à la fin, quand il sera fatigué, l'État va commencer à s'occuper de lui. Mais c'est parce qu'il était aveuglé. Parce que moi, je peux croire à des choses comme ça. Maintenant que je suis valide, je suis fort, j'ai encore toutes mes ressources avec moi, je vais attendre d'abord que je sois retraité pour que l'État s'occupe de moi. Voilà comment les gens construisent leur raisonnement. Donc, ils raisonnent en fonction de la retraite. Et c'est ce que me disait mon père quand j'étais très jeune. Chaque fois que je disais, papa, il faut qu'on ait de l'argent, il faut faire fortune, il faut prospérer, il faut gagner de l'argent. Quand j'ai bâtissé ma philosophie, j'étais encore très jeune. Il dit, toi, tu aimes trop parler d'argent. Tu parles trop d'argent, fils. Tu parles trop d'argent. Moi, je serai riche, moi, ton père, je serai riche quand je serai retraité. Il a dit, ah bon, papa, oui. Il ne faut pas voir ça. Quand je serai retraité là, Dieu sait, je serai riche. Le Dieu que je prie, moi, là, il sait. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il est riche. Je ne me moque pas de mon père, mais je ne sais pas s'il est riche. Mais je savais que ça n'allait jamais marcher. C'est parce que je n'avais pas le courage en tant que fils de dire, papa, ça ne marchera jamais. Avec ton raisonnement là, tu as déjà l'état de l'esprit qui attire la pauvreté. Je lui ai même donné mon livre pour qu'il essaie de lire expressément. Peut-être qu'il pourra tirer quelque chose. Il a juste vu le titre, il a tourné derrière, il a mis ça de côté. Il n'avait jamais lu mon livre. En ce temps-là, je suis chez lui à la maison. Je lisais la pauvreté mentale. Pas parce qu'il n'avait pas l'argent. Il avait son salaire, il avait son revenu. Mais sa façon de raisonner, sa façon de parler, sa façon d'agir montrait que lui, il ne pourrait jamais. Et c'était arrivé. Il a eu à avoir une école privée. Ça a échoué. Parce que je savais que ça n'allait jamais marcher. On n'essaie pas les affaires. Non, on n'essaie pas de faire les affaires. C'est-à-dire que le boulot n'est plus. On est maintenant retraité. Laisse-moi essayer de faire les affaires pour survivre. C'est comme ça qu'on t'a dit. C'est comme ça qu'on t'a dit. Et ça n'allait pas marcher. Parce que la pauvreté se lisait dans son état d'esprit. Quand quelqu'un fait le plan de devenir riche quand tu seras retraité, ça c'est un plan. Mais la richesse, c'est maintenant qu'il faut bâtir ça quand tu es encore jeune, quand tu as encore la force, quand tu as encore l'énergie. C'est maintenant qu'il faut aller conquérir ta richesse. En partant à la conquête d'abord de toi-même. Parce que ce n'est pas des gens dehors que tu veux. Non, c'est une bataille contre toi-même, la richesse. Donc tu dois te conquérir toi-même. Conquérir ta faiblesse. Conquérir ta paresse intellectuelle et mentale. Conquérir ta faiblesse émotionnelle. Conquérir tes défauts de caractère. La procrastination. Combien de gens aiment remettre à demain? Tu vas faire quelque chose, on fait ça après. En fait, on va faire ça. Ce sont des habitudes de vie qui condamnent les gens à la pauvreté. Le riche, même quand le travail il est petit, quand il se tient à ça, il faut que ça finisse. Parce que c'est quoi? C'est dans le mental. Tu lui confies une tâche, même la plus petite, tant que ça ne va pas finir, il n'est pas à l'aise. Et quand tu deviens chef d'entreprise, tu vas construire ton entreprise, mais tu vas te sacrifier dans le travail parce que tu sais que je dois m'en tenir là. Ça se passe dans ton mental. Mais quand tu n'as pas construit ce mental-là, dès que tu auras faim, tu vas abandonner. Tu vas d'abord les manger. Tu vas les manger. Le temps que tu manges là, le business est en train de passer. Hein? Il y a tout un état d'esprit qu'il faut cultiver pour surmonter les petites distractions du quotidien, pour pouvoir rester carré sur l'idéal qu'on s'est fixé. C'est là où on a besoin de ce qu'on appelle la volonté inflexible et dynamique. Mais la majorité des gens ont la volonté indécise. Pour décider, il doit d'abord attendre la volonté de Dieu. J'avais rencontré un garçon, on était sur une affaire, c'était un musulman. On était sur une très bonne affaire. Et ça, c'est juste une petite décision pour que nous puissions te mettre au travail. Et lui, au moment où on voulait décider, il a dit non, je ne peux pas d'abord donner mon avis. Il faut d'abord que j'appelle d'abord notre imam, mon marabout qui me suit. Il est allé voir le marabout. Il fallait que le marabout d'abord décide avant que lui, il prenne la décision. Et on a perdu l'affaire.
Parce que le Maroc va dire que non, ça ne sera pas une bonne affaire. Et plusieurs années après, il a regretté. Parce que l'affaire avait vraiment marché. Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas avoir cette volonté de croire à l'eux-mêmes et croire à la vie? Pour dire, ok, si jamais ça ne marche pas, alors je subis. Mais je ne vais pas même passer à l'action. Je vais vivre ça et toucher du doigt la réalité. Comme je dis toujours, le pauvre saute parce qu'il a peur de souffrir. C'est tout. Les gens ils ont peur de souffrir. À l'école, tous on avait peur d'échouer. Tous on avait peur d'échouer. Parce qu'on savait que quand tu as échoué là, les autres vont faire quoi? Ils vont se moquer de toi. Et cette peur, nous avons tous grandi avec ça, la peur des échecs. C'est pourquoi même quand on devient gros, on ne veut pas faire quelque chose où on va se sentir échoué. Parce qu'on trouve que si ça ne marche pas, les autres vont se moquer de moi, ça me critique. Alors je préfère ne rien faire. Mais on oublie qu'on ne peut pas devenir riche sans passer par les échecs. Donc si tu as peur d'échouer, tu ne vas jamais essayer. Et si tu n'essayes pas, c'est que tu ne pourras jamais devenir riche. Ceux qui ont l'état d'esprit de la richesse sont fous des échecs. J'ai dit, si je vais échouer, je n'ai qu'à échouer. Mais comme c'est une opportunité, je vais essayer. Et je saurai ça après. Et du coup, ils font quoi? Mais ils avancent. Ils connaissent les échecs, ils tombent, ils se relèvent. Ils passent pas leur temps à dormir sur les échecs, à pleurer comme des petits enfants. Ils savent que c'est comme ça le chemin. Ils n'ont pas peur d'être critiqués, ils n'ont pas peur qu'on se moque d'eux. Parce qu'il saura qu'il y a des gens qui seront toujours là, qui vont te moquer de toi, qui vont te jeter des cailloux, comme on dit toujours. Les cailloux de la moquerie qu'on te jette là. Les cailloux que les autres utilisent pour se moquer de toi, pour se critiquer. Toi, tout ça, tu ramasses ça et tu construis ton affaire avec. Tu construis ton affaire. Les autres ont des cailloux. Et tu ne sais pas t'habiller, tu es malheureux, tu vas échouer, tu ne vas pas marcher. Tout ce qu'ils disent là, toi tu prends ces cailloux-là. C'est vrai, ça fait mal. Accepte que ça te fasse mal. Récupère ça, rassemble ça et bâtis une fortune avec ça. Demain, ces mêmes personnes viennent encore te voir pour te dire « Ah, on ne savait pas c'était comme ça. » Oh oui. Un autre point essentiel, c'est économiser pour investir. Lorsque l'état d'esprit il est conçu, lorsqu'on sait qu'il faut que je puisse devenir riche un jour, même quand au départ on n'a encore rien, je l'ai vu avec beaucoup de gens. Il dit non, le vrai problème ici c'est le capital de démarrage. C'est que j'ai des très bonnes idées, j'ai des grands projets. On avait même une association comme ça là, ONG. J'ai vu des gens avec beaucoup de projets. Dit, en tout cas on a des grands projets, mais c'est l'argent pour commencer. L'argent pour commencer. L'argent pour commencer. C'est le discours que tu vas écouter dans la bouche de beaucoup de soi-disant entrepreneurs. Il dit, oh, si l'État pouvait même mettre de l'argent là, c'est bon, on partait déjà. Ça veut dire que quelqu'un dit qu'il a un bon projet. Il est convaincu que son projet là, il est bon. Il dit, ce projet là, c'est un bon projet, c'est vraiment un bon projet, ça va générer des fortunes. Et il dit que non, pour commencer ça, ce qui nous manque seulement, c'est qu'on lui donne seulement l'argent pour démarrer. Et là, il va chercher quelqu'un qui va prendre son argent et investir dans ce projet. Il va attendre 1 année, 2 ans, 3 ans. Le projet sera dans le tiroir. Ça ne se réalisera jamais. Jusqu'à ce qu'il va mourir, il va partir. Si on voit les maisons des gens là, beaucoup de gens ont laissé des bons projets dans leur maison, dans leur tiroir, et qui ne se sont jamais réalisés. Voilà pourquoi on dit que les cimetières sont remplis de têtes et de génies qui ne se sont jamais connus. Les cimetières là, il y a eu des génies qui sont là-bas qu'on n'a jamais connus. Parce qu'ils étaient génies dans leur tête. En train d'attendre le bon moment. Le moment où, je ne sais pas, le Saint-Esprit va quitter le ciel pour leur dire « Ok, l'heure est arrivée pour que ton projet se réalise. » Et c'est comme ça que les gens sont, surtout en Afrique. Il dit « J'avais fait 2 semaines de jeûne, donc j'attends que le Saint-Esprit déclare. » Non, ce n'est pas comme ça qu'on arrive à réussir. Qu'est-ce qui te rassure que ce projet, il est bon? Quelle est la certitude que toi, tu as qui te fait croire que ton idée là, elle est bonne? Parce que simplement c'est toi qui as conçu ça. Ou parce que tu as vu quelqu'un réaliser ça. La seule chose qui peut montrer que ton projet est bon, c'est quand tu seras sur le terrain du projet.
C'est là où on teste le projet s'il est bon ou il est mauvais. Tout ce qui se fait dans ta tête là et qui n'est pas encore passé à l'action, ce ne sont que des imaginations. Ce n'est pas la réalité du terrain. Donc attention, ne commets pas cette erreur. Toute personne parle toujours du bien de son église. Tu ne verras jamais un pasteur parler mal de son église. Toute personne parle toujours du bien de son bébé. Parce que c'est ton bébé à toi. Comme c'est ton idée à toi, c'est ton projet à toi. Donc tu te dis que vraiment c'est bon. C'est bon selon ton analyse subjective. Mais ce n'est pas une analyse objective. Maintenant, il faut faire passer ça à la réalité, au tamis de la vie, pour qu'on se rende compte si le projet est bon ou pas. Et tu te rendras compte des difficultés de sa réalisation. C'est pourquoi les gens avertis ne peuvent pas parce que quelque chose lui a fleuré la tête et dit « Ah, c'est bon ». Non, non. Le projet peut être bon. Il n'y a pas de bons ou il n'y a pas de mauvais projets. Il n'y a que de bons leaders puis de mauvais leaders. Donc le projet, c'est toi qui fais le projet. Ce n'est pas le projet qui doit te faire. Et là, vous comprenez la force de la richesse intérieure. Parce que quelqu'un qui a la richesse intérieure, même quand tu lui appelles un mauvais projet, que tu poses être pas trop bon, tu lui ramènes ça, lui, il va faire de ce projet, de cette idée mauvaise, une bonne idée. Parce que ça ne dépendra pas du projet, ça va dépendre de l'individu qui va animer le projet. Et quand on est vraiment construit, on est vraiment ça, et qu'on a vraiment un bon projet, une bonne idée, on ne peut pas être stoppé par le manque d'argent pour sa réalisation. Ce n'est qu'une excuse de plus pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne. En fait, c'est l'excuse pour ne pas passer à l'action. C'est l'excuse parce qu'on ne veut pas prendre le risque d'agir. C'est l'excuse parce qu'on a encore des freins mentaux. Ceux qui ont bâti, qui ont compris l'état d'esprit de la richesse, qui ont été formés sur les principes de la richesse, tu m'amènes n'importe quel projet, quel que soit le montant. Dès que je regarde le projet, je trouve que le projet peut se réaliser, on va passer à l'action. On va passer à l'action même avec sans argent. Parce que c'est sur le terrain que nous allons pouvoir prouver que ce projet, il est bon. Donc l'argent n'a jamais été obstacle, contrairement à ce qu'on pense. Prenons le cas de l'Afrique. Est-ce que l'argent manque aux Africains de pouvoir développer l'Afrique? C'est l'argent qui nous manque. On a tous les moyens. On a tous les moyens. Si aujourd'hui on se décide et on prend la décision de changer le visa de l'Afrique, on va changer. On a les moyens qu'il faut. Mais on a des freins psychologiques. Avec des histoires de croyances qui ne sont pas sûres. Et tout cet ensemble de cultures négatives fait en sorte qu'on ne peut pas. Donc les moyens viendront. Dans le fond, quand tu comprends le secret, le moyen viendra. Voilà pourquoi il faut comprendre l'art d'attirer l'argent. Parce qu'en réalité, ce n'est pas que quand tu auras tout l'argent avec toi, non. C'est quand cette chose-là va être en toi et que tu vas travailler ça dans le plan intérieur. Dès l'instant où ça sera assis à l'intérieur de toi et que c'est prêt à enfanter, l'argent pour sa réalisation va se manifester. L'argent va se manifester parce que tu vas l'attirer. Tu vas l'attirer quand tu sais évidemment libérer tes forces intérieures. C'est pourquoi je disais que tout le monde est né riche. Personne n'est né pauvre. Parce que si on comprend réellement ce que c'est que la richesse, en réalité, nous sommes tous riches. Donc, il n'y a pas d'obstacle. Les obstacles que nous avons, ce sont les obstacles que nous avons nous-mêmes fabriqués dans notre propre esprit parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Mais quand la chose est à l'intérieur de toi, par le principe de ce qu'on appelle la connexion, la synchronisation. La synchronisation, c'est une énergie mentale. Quand tu travailles sur ton rêve, sur ton projet, même si tu ne sais pas comment ça va se réaliser, l'univers va créer ce qu'on appelle la synchronisation. L'univers te mettra entre les mains de quelqu'un qui pourra te propulser. Il va te faire rencontrer avec des gens qui vont ajouter. C'est-à-dire que tout va entrer en ordre pour que le projet se réalise. Mais à une seule condition, lorsque tu sais comment travailler avec ta force intérieure. Et comme beaucoup de gens n'ont pas appris à le faire et qui n'ont pas la richesse intérieure, ils ne pourront jamais comprendre comment ça fonctionne. C'est pourquoi ils n'avanceront jamais. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que tu as, ça a à voir avec ce que tu es. C'est là qu'il faut faire la différence. Et on a besoin d'apprendre, on a besoin d'étudier parce que tu ne verras jamais un millionnaire dans le monde qui n'a jamais appris. Quand on se met sur le chemin de la richesse,
on devient un éternel étudiant. Et après, combien de gens aiment apprendre? Combien de gens prennent le temps pour étudier et pour apprendre? Mais ils veulent devenir riches. Comment? J'étais d'abord toujours dans le savoir-être. Le cinquième élément qu'il faut comprendre, c'est de pouvoir payer le prix. Savoir payer le prix de ce qu'on veut. Lorsqu'on veut de quelque chose, il faut savoir qu'il y a un prix à payer. Donc, on ne peut pas aujourd'hui arriver à devenir riche, faire fortune dans quelque domaine que ce soit, si au préalable, on n'est pas prêt à payer le prix de la richesse. Et lorsqu'on arrive au niveau de payer le prix pour devenir riche, les gens sont hésitants. Les gens ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Les gens veulent à la fois la chose et le contraire de la chose. Non. Là, c'est un problème d'état d'esprit. Donc, le pauvre qui n'est pas prêt, quand il s'agira de payer le prix pour faire fortune, il ne pourra pas le faire. Parce qu'il n'est pas prêt à payer le prix. Il veut rester dans son zone de confort. Il veut continuer toujours à rester ce qu'il a toujours été. Parce qu'il se sent bien. Il ne veut pas de perturbations. Il ne veut pas de troubles. Il ne veut pas de ceci. Il ne veut pas de ceci-là. Il ne veut pas. Et chacun a ses craintes. Ceux qui sont devenus riches ont osé. Ils savent qu'il y a un prix à payer. Et ils paient le prix pour faire fortune. Il y a un prix à payer. Il faut demander ceux qui ont bâti des grandes entreprises comment ils ont fait. Certains ont payé le prix du divorce. Parce que la famille, beaucoup de choses vont arriver. Mais il faut que tu payes le prix pour pouvoir arriver là où tu veux arriver. Parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Et souvent, je dis toujours dans mon livre, le plus souvent, quand on veut réaliser un rêve, il faut faire très attention à nos collaborateurs immédiats. Il faut faire très attention à notre famille. Il faut faire très attention à nos amis. Parce que quand tu viens avec un rêve et que tu dis à tes amis, voilà, je veux faire ceci, la première des choses qu'ils vont te dire, c'est que ça ne marchera pas. Je veux faire ceci, ça ne marchera pas. Je veux faire ceci, ça ne marchera pas. Tu auras très rare des personnes qui te diront, ok, essaye un peu, ça peut aller. Là, la majorité te diront, ça marche. Ils vont te trouver toutes les raisons pour te décourager, pour dire que ça ne fera jamais marcher. Ils vont même te prendre des exemples de gens qui ont échoué dans le même domaine. Juste pour que tu saches que tu ne peux pas. Et si toi, tu n'es pas quelqu'un qui avait construit son être intérieur, tu vas accepter et avaler ça et tu ne feras rien. Voilà comment beaucoup de gens n'ont pas réalisé leur rêve dans la vie. Parce qu'ils ont écouté l'entourage. Ils ont laissé décourager par quelqu'un. Et ceux qui réussissent ont une volonté inflexible. C'est que quand ils ont pris la décision, ils ne reculent pas. Quand les malheurs arrivent, ils tiennent bon. Et c'est difficile. C'est un chemin qui est très difficile. Et à un moment de l'histoire, tu te seras seul. La majorité de ceux qui ont fait fortune en sont restés seuls. À un moment de leur histoire, ils sont restés seuls. La famille est partie. Madame est partie. Les enfants sont partis. Et tu es resté là seul avec ton entreprise. Plus personne ne peut te soutenir. Et c'est là que la différence se fait sentir entre les gagnants et les perdants. Et ça, il faut être préparé. Quand on n'a pas été préparé, c'est là où on échoue. Il y a beaucoup de pièges. Je n'aurai pas le temps de tout dire, mais il y a beaucoup de pièges. Donc, si déjà on ne construit pas d'abord son savoir-être, et tout ce que je suis en train de dire, c'est la richesse intérieure. C'est construire son savoir-être pour être prêt à faire face sur ce chemin de la richesse. Donc, vouloir devenir riche, désirer devenir riche ou être riche, ce n'est pas quelque chose qu'on donne à quelqu'un facilement comme ça. Non, non, non. Il faut que tu sois mentalement préparé et émotionnellement préparé. Sinon, n'essaie pas. N'essaie pas. N'essaie pas. C'est pourquoi la plupart des riches n'ont jamais voulu dire le secret aux gens. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, vous demandez à quelqu'un qui est très riche, vous dites comment tu vas faire pour être riche, il ne te dira jamais son secret. Parce qu'il te dit, mais si je te mets à t'expliquer, tu ne vas pas comprendre. C'est mieux que je garde ça pour moi. C'est mieux de ne pas le dire.
Ils préfèrent te donner de l'argent que de te dire comment on fait pour y arriver. Et donc, ce qui est formidable et qui peut nous motiver, c'est que quand on est passionné de devenir riche, il ne faut pas simplement que tu te voies toi qui veux avoir de l'argent. Il faut que tu te rendes compte que par ma richesse et par mon succès, des milliers et des milliers de gens auront le bonheur. C'est là où on a besoin d'avoir une vraie perception des choses. C'est pourquoi ceux qui ont des désirs égoïstes, qui veulent juste avoir de l'argent pour faire les matalanas, ils ne vont pas arriver. Ceux qui arrivent, c'est parce qu'ils rêvent parce qu'ils ont rêvé grand et qu'ils ont compris que quand moi je vais atteindre la liberté financière, c'est des milliers et des milliers de bouches qui vont se retrouver derrière moi. Des milliers et des milliers de gens qui vont se retrouver derrière moi. Parce que l'entreprise que je vais créer va créer des emplois et des gens et des milliers de gens vont vivre à cause de leur salaire. Et là, quand tu te focalises sur ça et tu sais que tu vas contribuer au bonheur de l'humanité et à ton bonheur, alors tu es prêt à aller au combat jusqu'à pouvoir y donner ta vie. Ça se passe dans la tête. Les petits entrepreneurs, ceux qui rêvent petits, ne pourront pas arriver à ce niveau d'esprit. C'est pourquoi quand c'est seulement pour toi-même et que les obstacles vont arriver, tu dis « Ah, c'est trop dur. Pourquoi ça fait trop de mal pour avoir tout ça ?» De toute façon, j'ai déjà l'essentiel pour manger, pour boire et pour payer la maison. Ça me suffit déjà. Et ça veut dire quoi ça? On arrête. Hein? On arrête. Ceux qui sont allés loin, grands, qui ont construit des empires, qui ont construit des entreprises, qui ont laissé des noms, ils n'avaient pas vu leur petit être. Ils ont vu ce qu'ils pouvaient laisser pour le bien des milliers et des milliers de gens. C'est pourquoi le problème, ce n'est pas avoir l'argent seulement. Le problème, c'est avoir un idéal. Le problème, c'est avoir un idéal. Et ça, j'en parle dans mon livre. Parce que quand tu as l'idéal, un idéal bien précis est déjà à moitié atteint. Et un homme est sans grande valeur lorsqu'il n'a pas devant lui un grand idéal. Lorsqu'on n'a pas cet idéal-là, à ce moment-là, on va avoir une petite vie de rien du tout. Parce que pour gagner 1000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, c'est aussi facile que bonjour quand on ne l'est pas. Mais lorsqu'il s'agit de bâtir la richesse et faire fortune, il faut du génie. Il faut de la volonté conquérante. Il faut beaucoup de qualités pour devenir riche. C'est la meilleure entreprise qui soit pour un être humain. Parce que ça va lui permettre de développer énormément de qualités. L'autodiscipline, la concentration. Il va supprimer beaucoup de choses que font la majorité des gens. Donc il faut un grand sacrifice sur soi-même. Il faut une véritable construction sur soi-même. Sinon tu ne pourras pas y arriver à maîtriser la richesse et la fortune. Et un autre point sur lequel tu vas travailler, on va travailler beaucoup, c'est éviter de faire des dépenses inutiles. La plupart des gens qui sont pauvres dépensent, mais n'investissent pas. Confondent dépenses et investissement. Lorsqu'on se comprend comment est-ce qu'il faut faire pour faire fortune, on va plutôt investir plus que dépenser. C'est que chaque fois qu'on fait sortir de l'argent, c'est pour gagner quelque chose après. Si je fais sortir mon argent, c'est parce que j'attends à recevoir quelque chose après. Donc, on ne fait pas des dépenses parce qu'il faut faire des dépenses. On fait des dépenses parce qu'on s'attend à recevoir quelque chose, ce qu'on appelle l'investissement. On peut investir dans les études. On peut investir. Donc, tout ce que tu fais, c'est l'investissement sur soi. Mais quand tu as su investir, même pendant plusieurs années, l'investissement finit toujours par payer. Voilà pourquoi les gens qui sont riches investissent des investisseurs. Ils ont la mentalité des investisseurs professionnels. Et cette mentalité d'investisseur professionnel, beaucoup de gens n'en ont pas. Et ça, c'est que depuis notre enfance, on doit apprendre à être investisseur professionnel. Il faut savoir renvoyer l'ascenseur. C'est-à-dire, quelqu'un t'a rendu service dans le cadre de je ne sais pas de quoi, mais tu ne vas pas, même si tu n'as pas posé le problème d'argent, même si tu n'as pas demandé l'argent, même si tu n'as pas dit donne-moi l'argent, mais comme tu as le mental du riche, tu sais que je viens de créer une relation, c'est une opportunité qui me donne les portes, mais tu lui envoies une petite carte. La carte que tu envoies à la personne, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Et quand tu sais investir chez le riche, ça c'est ce que j'aime beaucoup. Quand tu donnes à quelqu'un qui est riche, tu gagneras.
tu deviendras riche. Quand tu donnes à quelqu'un qui est pauvre, tu t'appauvriras. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que quand on donne à celui qui n'a rien, chaque fois que tu donneras à celui qui n'a rien, même le jour où toi, tu seras en difficulté, lui, il n'a toujours rien eu. Donc, il n'aura pas assez de possibilités pour te venir en aide. Même quand il le veut vraiment t'aider, il ne pourra pas, parce qu'il n'a rien. Hein? Mais quand tu fais du bien à quelqu'un qui en a déjà, tu lui fais du bien, tu lui poses un acte, 2, 3, 4 fois. Le jour qu'il apprendra que toi, tu es en difficulté, il va faire quoi? Il trouvera l'occasion pour te prouver lui aussi sa générosité. C'est dur, la société. Donc, il faut apprendre à investir, à s'aimer dans les personnes de valeur. Récemment, j'étais avec un journaliste, quelqu'un à la télé-radio qui m'a fait un communiqué. Je suis allé, justement, il ne s'attendait pas, je suis allé avec Chris. Je suis allé, je lui remets ma carte de 10 000, je lui dis ça c'est pour toi. Il ne s'y attendait pas. Je l'avais déjà payé le contrat. Mais je suis allé expressément, j'ai quitté chez moi pour aller le voir, pour lui remettre seulement quelque chose. Je lui dis ça c'est pour toi. Pour lui exprimer ma générosité. Mais je sais qu'il a été touché. Il n'a pas demandé ça. Mais en ce moment-là, je préfère donner à lui que de donner à quelqu'un comme ça là. Parce que celui que je donne là, d'une manière ou d'une autre, il pourra aussi me rendre ses services. C'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Le jour où j'aurai besoin de ces services, si je parle le voir, je dis que j'ai une situation, il faut que tu résous ça. Il ne va même pas me dire non, il ne va même pas. Il va faire quoi? Il va se battre pour résoudre le problème. Pourquoi? Parce que j'ai posé un acte. On appelle ça, il faut savoir renvoyer l'ascenseur. Même quand on te fait une petite chose, sache renvoyer l'ascenseur. Il ne faut pas penser que ceux qui doivent donner, ce sont seulement ceux qui sont riches. Non, ça se commence par la tête. Mais il y a des gens, quand bien même il en a, il ne donnera pas. Il veut bloquer l'argent. Non, l'argent doit circuler. Ça ne se bloque pas. Mais il faut savoir l'investir. Il faut faire la différence entre dépenser et investir. C'est tout. Si tu dépenses plus et tu investis peu, tu ne gagneras pas. Mais quand tu investis beaucoup, tu finiras toujours par gagner. Moi, j'ai beaucoup investi dans la connaissance. C'était mon domaine de prédilection depuis mon enfance. Depuis mon enfance, je n'ai fait qu'investir dans la connaissance. Tout ce qui est connaissance, j'ai investi. Tout ce qui est savoir, j'ai investi. Ce qui m'a mené à apprendre beaucoup trop de métiers. Trop, depuis très jeune. J'avais compris trop jeune. J'ai appris beaucoup de métiers. Je me suis fait former dans beaucoup de domaines. Donc, je passais mon temps qu'à investir dans les formations. Formation sur formation. Je ne sais pas combien de formations j'ai reçues. Sans savoir pourquoi je le faisais. C'était simplement parce que j'avais mon mental, je voulais bien apprendre et apprendre toujours. Aujourd'hui, tout ce que j'ai appris me sert. Je suis même allé apprendre la comptabilité sans être comptable. Je suis allé apprendre, il n'y a pas de domaine que tu vas me dire, je n'ai pas mis mon pied à l'intérieur. La production pétrolière, l'instrumentation, ça c'est un étudiant en moi que j'ai formé en instrumentation, ANIC. J'ai formé. Mais je suis allé former les gens en instrumentation, je n'ai pas fait les mathématiques à l'école. Je suis littéraire, mais je suis allé m'engager dans le domaine de la science. Mais quand je m'engage dans un domaine, et c'est ça la particularité de l'état d'esprit, c'est que quand tu t'engages dans quelque chose, il faut que tu aies l'état d'esprit d'être le meilleur. Et excellent toujours. Toujours excellent. Donc si tu me demandes aujourd'hui, il faut qu'on commence à devenir footballeur. On va se mettre à s'entraîner au football. Moi, je vais me battre pour être le meilleur footballeur. Même si déjà j'ai perdu l'âge. Parce que c'est dans l'état d'esprit. Je vais m'entraîner pour être le meilleur, je n'accepterai pas d'être en bas. Voilà pourquoi une loi nous disait, mieux vaut ne pas s'engager à faire quelque chose que de le faire à moitié. La plupart des gens font des choses mais n'amènent pas ça jusqu'au bout. Et là, nous allons rentrer maintenant sur le sens de notre thème, travailler stratégiquement. Travailler stratégiquement, c'est que quand tu t'engages dans un travail,
Peu importe le travail, parce qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sortes de gens. Si on te demande de vendre de l'huile, alors il faut que tu saches il faut que tu mettes tout ton génie humain dans la vente de l'huile. Tu n'as pas besoin d'avoir une entreprise pour devenir maintenant un vrai entrepreneur. Parce que tu auras des bureaux, à ce moment-là, tu vas maintenant prouver que là, ça, je travaille. Non, le petit travail que tu as, tu dois mettre tout ton génie dans ce travail. Aussi petit qu'il soit. Et si tu mets ton génie dans ce travail, aussi petit qu'il soit, il s'agit par exemple de vendre de l'eau, simplement de l'eau. Mets ton génie dans la vente de l'eau pour pouvoir vendre de l'eau différemment des autres. C'est-à-dire que vous allez tous vendre de l'eau, mais toi, tu dois vendre ça différemment d'eux. Et tu fais intervenir ton génie là-dedans. Pour éviter de pouvoir se ressembler à la masse et à la foule. La plupart des gens travaillent comme travaille la masse. Et ils sont incapables de créer la différence là où ils travaillent. C'est pourquoi on échoue. Parce qu'il n'y a pas la stratégie dans le travail. Comme c'est un métier que tout le monde fait, donc ça ne sert à rien que je puisse te compliquer la tête. Moi, je vais bien travailler seulement le jour où on va me recruter à la présidence. Là, en tout cas, je mets mon costume, je vais leur montrer que j'aime travailler. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu as déjà échoué. Parce qu'il n'y a pas de petit métier. Le travail que tu es censé faire, tu le fais avec tout ton génie pour te démarquer des autres. Toujours se démarquer des autres dans le travail. Toujours. Parce que si tu sais te démarquer des autres dans le travail, tu vas toujours attirer l'attention. Et tu vas multiplier tes chances pour pouvoir réussir ta vie. Si ça ne sera pas dans ce domaine, mais peu importe dans un autre domaine, on ne sait jamais. Mais les aptitudes que tu vas développer là, ce sont les mêmes que tu vas utiliser partout où tu vas passer. C'est pourquoi je disais, ça n'a rien à voir avec l'activité que tu fais. Ça a à voir avec ton état d'esprit. Je me souviens quand je formais encore mes gars, quand j'avais créé mon institut, je formais les gens en instrumentation. D'abord, j'ai formé les gens en anglais, succès. J'ai mis encore l'instrumentation, succès. Comment est-ce que je faisais pour réussir? C'est que même s'il y avait 2 étudiants qui venaient à l'école pour venir, qui se sont inscrits, qu'il y a que 3 étudiants qui vont être dans la salle, ce n'était pas dans un grand institut, c'est juste une petite salle de rien du tout. Quand je sais que j'ai cours, je ne peux pas manquer à mon cours. Je ne gagnais pas gros, on ne me payait pas beaucoup de choses, mais j'avais la passion dans ce que je faisais et je prenais mon travail au sérieux. Donc je pouvais arriver à la classe, j'étais 3 élèves, mais je gérais les 3 élèves comme si c'était une grande école. Avec tout le sérieux possible. Et petit à petit, de 3 élèves, on est parti à 4 au fur et à mesure, et après ça finit toujours par donner. Si dans les 3 premières personnes qui arrivent, tu les gères mal. Il dit, j'ai 3 personnes, je ne serai pas au boulot, je ne peux pas me promener. Ils vont me donner combien? Tout c'est La fin c'est quoi? Les 2 là seront découragés, tu resteras avec un seul élève et après, l'école va faire. Mais si tu te mets ton génie et ta volonté pour pouvoir t'occuper de ces 3 personnes, les 3 personnes parleront de toi à 3 autres personnes. Les 3 autres personnes parleront de toi et de ton école à 3. Après une année, tu auras une grande école. Les gens ne sauront pas comment tu as commencé. Et c'est la même chose dans n'importe quelle activité que tu peux faire. Parce que le sérieux, l'amour et tout ce que tu mets dans ce que tu fais va créer de la différence. Mais nous ne savons pas travailler ainsi. Je le vois chaque jour quand je vois les gens. Parce que je les comprends. Ils ont le mental de la pauvreté. Ils attendent le jour où ils seront je ne sais pas où pour commencer maintenant à être un excellent travailleur. Et de telles personnes, quand il sera à son compte personnel, à lui-même, il sera encore plus négligent que jamais. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de patrons en Afrique, au Congo. La plupart des patrons ici échouent toujours dans leurs affaires personnelles. Parce que quand il a maintenant une affaire, surtout que là, on ne peut plus le blâmer, le gueuler. Ça veut dire il doit venir au boulot quand il veut et à l'heure qu'il veut. Parce que dans sa tête, c'est lui le patron. Donc, comme c'est lui le patron, être patron en Afrique, ça veut dire venir au boulot quand tu veux et à n'importe quel moment tu veux. Il va se négliger. Il va faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Et à la fin, il y aura quoi? Il y aura échec. L'activité va faire.
Parce qu'en réalité, le vrai patron dans une entreprise, peu importe l'entreprise, le vrai patron, c'est le client. Et ça, tous les grands hommes d'affaires connaissent ça. Les vrais connaissent que le patron, c'est le client. Donc, le patron, c'est le client. Donc, ce n'est pas parce que tu n'es plus un employé, tu as maintenant une affaire, que tu te comportes en patron. Il faut que tu te dises dans la tête que le patron, c'est le client. Donc, tu dois trembler devant le client. Mais ici, chez nous, tu vas dans les restaurants, créés par des Noirs. Regarde comment le client il est traité. Va dans un restaurant. Tu vas rester là pendant des heures. C'est toi qui dois aller les chercher pour venir prendre l'argent. Vous êtes où? Mais il y a quelqu'un qui est ici, là. Donc, ils ne savent pas l'argent. Ils sont venus pour faire quoi? Ils ne connaissent pas l'argent. Et quand un Libanais qui va quitter, je ne sais pas où, qui maîtrise cet art, il va venir créer le même restaurant. Lui, le Libanais, il est là, il ne sort pas. Parce qu'il sait, j'attends le patron qui est le client. Et dès que tu te mets, tu t'assois, dès que tu rentres, il se présente déjà pour donner la... Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il sait ce qu'il veut. Et le Congolais va dire, moi j'ai la malchance. Et le pays ne marche pas. C'est vous qui ne connaissez pas ce qu'il faut faire. Il faut apprendre. C'est pourquoi je disais que l'Afrique a besoin de la connaissance. C'est tout. Il n'y a plus de mystère. Il n'y a que la connaissance qui manque. Quand tu as la connaissance, tu fais fortune. Quand tu ne connais pas, tu échoues. Donc, travailler stratégiquement, c'est pas travailler pour travailler. Il faut travailler avec une vision. Il faut travailler dans l'espoir de devenir excellent et meilleur. Il faut travailler parce qu'un jour, tu es appelé à devenir peut-être un patron. Mais tu ne peux pas devenir un patron quand toi-même, tu ne sais pas appris à autodiscipline. Tu vas afficher le même camp. Tu vas donner une mauvaise culture à tes travailleurs. Donc, tu dois travailler avec une vision pour savoir que tous ceux qui sont devenus des investisseurs aujourd'hui, des grands, ont d'abord été des employés. Ils ont été des employés. Après, ils sont devenus des travailleurs indépendants. Après, ils vont devenir peut-être des PDG demain. Après, tu peux devenir un grand entrepreneur et peut-être un investisseur professionnel. Donc, il faut que tu développes, que tu profites de l'activité pour développer les qualités qu'il faut. Donc, tu ne vas pas commencer à être riche le jour où tu vas devenir entrepreneur. C'est le jour où tu commences à vendre les arachides que tu mets l'état d'esprit d'un vrai entrepreneur. Tu vas aller vendre les skis, alors tu dois te mettre dans l'état d'esprit d'un vrai vendeur de skis. Professionnel. Très tôt le matin, tu t'es déjà réveillé, tu t'habilles comme il faut s'habiller parce que tu sais que tu vas au boulot. Mais tu sais que ce que tu veux faire comme boulot, c'est justement nettoyer quelque part, vendre. Mais prends ça au sérieux parce que ton esprit connaît la vérité. Ton esprit ne tient pas compte de ce que tu fais, il tient compte de ce que tu émets comme rayon. Mais les gens se négligent parce qu'ils prennent la vie comme une copie. Ils oublient que chaque jour qui nous passe, nous vivons cette magie de la vie. Ta façon de penser, de raisonner, d'agir détermine ce que tu es. Donc, quand on a compris ces attitudes-là, ces attitudes, devant ton miroir, quand tu te regardes, oui, je vais au boulot, oui, d'accord. Mais quand tu te regardes, tu vas au boulot, oui. Comment est-ce que tu te considères quand tu te vois dans le miroir? Avant de sortir. Juste un simple travailleur ou quelqu'un qui est en train de construire quelque chose pour son avenir. Dans quel état d'esprit on se trouve? Parce que si on ne se met pas dans le meilleur état d'esprit, on va rester à la maison, on va dormir. Moi, il m'est déjà arrivé. Je vais sortir, on m'a dit non, il faut que tu manges d'abord ma chérie, il faut que tu manges, tu vois. J'ai dit non, il y a des gens qui m'attendent là-bas, je dois partir. Si je me mets à prendre le déjeuner là, ça ne va pas marcher. Je préfère partir. C'est un état d'esprit. Mais rien n'empêche que tu restes, on te met des œufs, on te met tout, tu manges bien, et tu te retrouves au bout à 12h, 13h, tu es le patron. Tu vas faire ça pendant un mois, le deuxième mois, il n'y aura plus question. Tu vas échouer. Parce que dans ta tête, le patron, il faut qu'on enlève ça, le patron, c'est le client. Le patron, c'est le client. Parce que c'est lui qui t'apporte de l'argent. Alors, il faut le respecter. Et quand tu sais travailler stratégiquement, même si tu gagnes seulement 10 000, même si tu gagnes seulement 20 000, même si tu gagnes seulement 50 000, la magie de la richesse, c'est que chaque fois que tu touches de l'argent dans tes mains, parce que tu l'as gagné à travers ce que tu as fait, il ne faut jamais parler mal et bouder de ça.
Dis, c'est seulement ça. Non, il ne faut jamais bouder ce que tu gagnes. Il ne faut pas parler mal de l'argent. Il faut bénir ça. Il faut dire merci à l'univers parce que tu as permis que je puisse au moins avoir 20 000 francs après avoir transpiré. Mais permets qu'avec ces 20 000, que je puisse fructifier ça, que demain ça puisse devenir 20 millions. Et là, tu commences d'abord à te payer en premier. Avant de payer quoi que ce soit, d'acheter quoi que ce soit, paye-toi d'abord. Enlève quelque chose que tu mets de côté. Ça, c'est toi, c'est pour toi. Après le reste, rentre dans tes dépenses. Parce que la charité bien ordonnée doit d'abord commencer par soi-même. Enlève quelque chose. Un petit dit. Si c'est 10 000, enlève au moins 1 000 francs. Mets ça de côté. Ça, c'est pour toi. Ne touche plus à ça. Tu t'es d'abord payé. Avant de payer qui que ce soit, paye-toi d'abord. Avant d'acheter le Pax, avant d'acheter je ne sais pas quoi, avant d'acheter la chemise, avant d'acheter je ne sais pas l'huile qui manque, enlève d'abord ta part à toi. Tu prends ta part, tu mets ça de côté. Ça, c'est ta part à toi. Tu t'es d'abord payé toi-même parce que c'est toi qui as travaillé. Maintenant, le reste, fais ce que tu peux avec. Hein? Mais si tu ne le fais pas, tu attends le jour où tu auras des millions pour commencer à pouvoir te payer en premier. Ça ne viendra jamais. Et beaucoup de gens ne savent pas le faire. Mais quand tu sauras le faire et que tu feras de ça une habitude, de toujours te payer en premier, en enlevant même un peu pour mettre de côté pour toi, que tu ne pourras jamais toucher. Ça veut dire que cet argent qui est mis de côté, quelles que soient les circonstances qui vont arriver, quelle que soit la difficulté qui va arriver, quelles que soient les preuves auxquelles tu feras face, tu dis cet argent, je ne le toucherai jamais. Et là, tu vas affronter la difficulté. S'il faut pleurer, tu vas pleurer pour laisser la magie se manifester et t'aider. Mais qu'est-ce que les gens font le plus souvent? Ce qu'il a mis de côté, dès que la situation commence à arriver, avant même que ça atteigne son paroxysme, il recourt d'abord sur ça pour dire non, je ne veux pas des problèmes. Hein? Parce qu'on a peur de souffrir. C'est juste des tests. La nature, l'argent te teste pour voir si tu es prêt pour le dompter. Les génies de la richesse et de la fortune, les déesses qui gardent l'argent vont te tester pour voir si tu es prêt. Et quand ils se rendront compte que tu n'es pas prêt, l'argent va te fuir. Ceux qui sont pauvres, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas touché de l'argent. Ils en touchent aussi. Mais le vrai problème, ils ont peur de faire face aux aléas de la vie quand ça arrive. Ils ont peur qu'on leur critique. Ils ont peur qu'on se moque d'eux. Ils ont peur qu'on leur insulte. Donc, du coup, ils se mettent à trembler. Et pour couvrir leur pauvreté apparente, même ce qui avait été mis de côté sera récupéré pour éviter des problèmes. Parce qu'on a peur de passer à la fête là qu'on nous a invités, aller là-bas avec un seul pantalon ou je ne sais pas quoi, les gens vont me moquer de moi. Hein? C'est une invitation. Est-ce que tu es obligé, à cause de cette invitation, de forcément avoir un nouveau habit qui coûte cher? Non. Si tu te mets ça comme ça là, ton croyance là va te détruire. Il faut que tu acceptes parfois que les gens se moquent de toi. Il faut que tu acceptes parfois que tu sois humilié et rabaissé parce que tu n'en as pas. Mais que tu as été stratégique parce que tu as mis de l'argent de côté. Donc celui qui se moque de toi, que tu es malheureux, il ne sait pas ce que toi tu es en train de faire pour construire ta vie. Demain, c'est toi qui seras meilleur. C'est un problème de stratégie. C'est un problème de stratégie. Nous touchons tous de l'argent. Tous nous touchons de l'argent. Mais lorsque tu ne sais pas te payer en premier, lorsque tu ne sais pas faire face aux difficultés, lorsque tu ne sais pas accepter la honte et la critique, lorsque tu veux couvrir une certaine forme de pauvreté, je appelle ça apparente, ça va te détruire. Ça va te détruire pour rien.
Parce que tu vas vivre ta vie en te comparant avec les autres. Et c'est ce que font les gens la plupart du temps. Pourquoi veux-tu te comparer avec quelqu'un d'autre? Tu as ta vie à toi à vivre. Alors tu la vis comme tu la penses vivre. Il n'y a pas de... Le problème de la richesse, ce n'est pas une course qu'on fait avec quelqu'un. Tu n'es pas en fait de faire la course avec les gens. Tu as ton idéal, tu as tes projets, tu as tes rêves. Tu es en train de construire ta vie à ta manière et à ta façon. Avec le peu que la nature met à ta disposition, tu sais qu'est-ce qu'il faut mettre de côté. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire pour manger. Et le reste, j'ai investi sur ma formation. Nous, on s'est beaucoup privé. Pendant que les autres dansent, nous on prive, on investissait pour le savoir, la connaissance. Mais c'est des investissements parce que quand tu investis sur quelque chose comme la connaissance, tu n'as pas le résultat à l'immédiat. Mais celui qui va s'acheter l'habit, aussitôt on le voit déjà bien habillé. Celui qui va s'acheter la voiture, on le voit déjà rouler dans sa voiture. Mais toi qui as investi pour le savoir, on voit ça où? Hein? On ne voit pas ça. Mais à la fin, c'est toi qui gagneras. Quand tu as construit cette richesse intérieure, que tu as bâti tout, que tu as toutes les clés et toutes les solutions avec toi, que tu sais faire face au quotidien, n'importe quel événement qui est arrivé ne pourra plus te bousculer parce que tu as eu le temps de te cultiver intérieurement, tu as les connaissances et tu as les clés et tu sais ce qu'il faut faire pour faire face à la vie. Ben, tu es riche. Tu es riche. Donc, il est temps que nous puissions comprendre qu'on n'a que deux chemins. Soit nous acceptons nous-mêmes de rester malheureux et pauvres parce que c'est notre choix. Ce n'est pas Dieu. C'est nous-mêmes. Soit nous décidons de devenir riches, alors nous devons appliquer tout ce que les riches font pour devenir riches. Il faut être dans la façon de voir les choses des riches, apprendre comment les riches font. Il faut étudier, il faut apprendre, il faut se cultiver, il faut être là. Parce que si tu ne sais pas faire ça, tu ne vas rien gagner. Là, c'est le week-end d'affaires. Il y a combien de gens? Si on avait dit il y aura la fête, on va manger et boire. Il y aura des gens juste là derrière. Mais tu vas manger, tu vas boire après. Ça va finir. Demain, si tu vas manger, tu vas boire après. Ça va finir. Mais la connaissance va rester. Le savoir, c'est une richesse. Moi, je dis que la connaissance est une arme. La connaissance, c'est une arme puissante et efficace. Lorsque tu connais, c'est fini. Tu ne peux plus tâtonner. Et prochainement, dans le week-end d'affaires, nous aborderons, puisqu'on a compris comment construire notre être, d'abord le savoir-être. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on bâtit l'entreprise. Comment est-ce qu'on bâtit une affaire. Parce que si tu n'as pas un canal par lequel l'argent va rentrer chez toi, tu auras ça où? Tu auras ça où? Ça ne va pas tomber du ciel. Il faut que tu prépares le chemin par lequel la richesse va venir vers toi. C'est comme un océan qui est là. Chacun doit aller à l'océan pour tracer un chemin pour que l'eau quitte l'océan et traverse jusqu'à ce que ça va rentrer dans ta maison, dans le robinet. Et quand tu as ton robinet, tu ouvres le robinet, qu'est-ce qui va sortir? L'eau. Pourquoi l'eau va sortir? Mais parce que tu as fait un branchement. C'est pas ça. Mais c'est ce que tu n'as pas de branchement. Il n'y a pas un branchement. Tu veux que l'eau puisse arriver à la maison comment? Hein? Ça va venir comment? Il faut lui créer un passage. Il faut créer à l'argent, à la richesse et au bonheur un passage par lequel ça va arriver jusqu'à toi. Quand tu lui as créé son passage, tu lui as créé son chemin, même si c'est très loin, quand tu vas ouvrir le robinet, qu'est-ce qui va arriver? L'eau va circuler jusque chez toi à la maison. Tu mets juste le seau, tu récupères, tu vas te laver. Après, tu fermes encore, tu es pour toi parti. C'est-à-dire que tu es à l'aise. Parce que tu as déjà le canal par lequel l'argent va arriver jusqu'à toi. Donc, on monte, on descend. Toi, tu avais pris le temps de bâtir quelque chose. Et cette chose que tu as construite, que tu as bâtie, va rester là. Et va te nourrir. Même quand tu seras fatigué, tu ouvres seulement le robinet, ça ne demande pas des efforts. Voilà la vraie retraite. Parce que ça dépend de toi, ça ne dépend pas de quelqu'un. Mais lorsque ça dépend de quelqu'un d'autre, ça dit l'État doit décider pour que toi tu sois bien. Le jour où l'État va faire des caprices, il y aura les grèves dans les pays, ou je ne sais pas quoi dans les pays, toi tu auras rien.
Il faut que nous arrivions à être une génération de créateurs, de bâtisseurs. N'importe quelle personne peut créer. Et pour créer, on n'a pas besoin d'avoir des milliards. On peut créer une petite chose de rien du tout. Simplement. On peut vendre quelque chose de rien du tout. Simplement. Donc quand tu sais ton art, tu sais vendre, tu sais influencer les autres dans leurs décisions, tu peux faire fortune facilement. La vente. Tu peux acheter en moins cher et vendre plus cher. Et tu gagnes. Hein? Donc ça dépend de ce que tu peux faire. Dieu a toujours donné à chacun de nous une compétence, un talent, quelque chose que nous maîtrisons. Et donc le problème, c'est comment est-ce qu'il faut s'en servir. Et pour s'en servir, on ne va pas le faire dans le désordre. Comme pour construire une maison, tu ne vas pas commencer par les tôles. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut commencer par la fondation. Et la fondation dans la construction, c'est ce que moi j'appelle la maîtrise des 4 piliers. La maîtrise de ta destination, la maîtrise de tes finances, la maîtrise du temps et enfin la maîtrise de tes opérations. 4. Tous ceux qui ont fait fortune avaient déjà maîtrisé leur destination. C'est qu'avant de commencer à devenir riche, ils savaient où est-ce qu'ils partaient avant même de faire le premier pas. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de la destination. La deuxième étape qu'il faut, c'est la maîtrise des finances, la gestion financière. Et après, il faut maîtriser le temps, parce que pour la plupart d'entre nous, on ne connaît pas la valeur du temps. Le temps est une richesse. Le temps, c'est de l'argent. Chaque jour qui passe augmente le retard. Chaque minute compte. Donc, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie. Donc, le temps, on ne se gaspille pas. Quand on se met sur le chemin de la richesse, on ne perd plus le temps pour les conneries et pour n'importe quoi. On concentre toute son énergie à se cultiver, à se concentrer, à construire. On est là, dans un état d'esprit différent de celui qui ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, la maîtrise de la destination, première étape, nous travaillerons ça sur un prochain week-end d'affaires. Je vous montrerai comment maîtriser la destination. Comment tu peux maîtriser, comme le chauffeur sur le volant de sa voiture. Quelle est la personne qui est rentrée sur sa voiture et ne sait pas là où il va descendre? Hein? Tu rentres dans un bus, dans un moyen, tu rentres, tu ne sais pas là où tu vas descendre. Mais c'est comme ça que les gens se comportent. C'est qu'ils travaillent sans savoir où est-ce qu'il va. Tous les jours, ils travaillent. Chaque jour, il se réveille le matin, il travaille. Mais il ne sait pas où est-ce qu'il va. C'est pourquoi je dis, il faut travailler stratégiquement. Nous aussi, on a travaillé. Mais on travaillait de façon stratégique. Parce que c'est des paliers, parce que c'est des niveaux. Et au fur et à mesure, on grandit dans le travail. On se cultive, on corrige les défauts, on bâtit le caractère. Il y a beaucoup de choses qui se passent lorsqu'on travaille. Ce sont des richesses que les gens ne voient pas. Mais il faut avoir la maîtrise de sa destination. Il faut connaître son chemin. Il faut connaître sa route. Et là, la maîtrise de la destination, il y a des éléments clés qu'il faut maîtriser. Il y a 4 piliers là-dedans. Quand tu ne maîtrises pas ces 4 piliers de la destination, tu es déjà perdu d'avance. Tu ne seras jamais riche. Même si on prend 10 millions, on te le remet, vas-y. Tu ne feras rien avec ça. 2 ans sur les tours, on va te retrouver encore pauvre et malheureux. Tu vas encore demander qu'on te donne encore l'argent. Parce que quoi? Tu vas mettre ça où? Tu ne sais pas comment on construit, comment on bâtit une œuvre, comment on bâtit une vision, comment on bâtit une entreprise, comment on bâtit une affaire. Travaillerons ça prochainement. Je vous montrerai la maîtrise de la destination. Quand tu auras maîtrisé la destination avec ces 4 piliers, tu auras maîtrisé les finances. Là, tu vas comprendre comment ça fonctionne avec les finances. Là, on va manipuler l'argent. Et après, tu dois maîtriser le temps. Tu vas savoir gérer ton temps en tant que professionnel. Parce que tu peux avoir seulement 2 heures. Mais en 2 heures, si tu sais bien exploiter, tu gagneras plus que celui qui a travaillé pendant 10 heures. Donc le problème, ce n'est pas le temps dans lequel on a travaillé. Tu peux commencer à travailler du matin jusqu'au soir sans avoir rien gagné. Parce que tu ne sais pas comment est-ce qu'on exploite le temps pour gagner plus vite et plus riche. Et là, si tu connais les stratégies du temps, tu sauras comment gagner en si peu de temps. En 2 ou 3 heures, tu peux gagner plus que ce que tu devais gagner. Donc, celui qui a travaillé pendant longtemps ne pourra pas te gagner parce que tu sais comment maîtriser la notion du temps et comment il faut gérer le temps pour gagner plus vite.
Moi, pour apprendre, il fut un temps quand j'apprenais tout ce que j'apprenais, que ce soit l'anglais, tout le reste. Quand il s'agit de m'apprendre dans un domaine, mais j'apprends dans le bus, j'apprends. Quand je marche, j'apprends. Quand je me promène, j'apprends. Quand je sors de me promener, je sors de reviser ce que j'ai appris. Parce que je ne veux pas créer un vide où je n'apprends rien. Et donc, en une semaine, je peux apprendre quelque chose. En si peu de jours, en 2, 3, 4 jours, je peux emmagasiner suffisamment de connaissances que quelqu'un qui va aller s'asseoir quelque part pour pouvoir apprendre et étudier. Donc, tu apprends vite. Tu assimiles vite, tu passes à l'action vite et ça fait de ça une habitude. Et quand ça devient une habitude, ça devient une seconde nature.